Bonjour à tous ceux qui nous rejoignent et bienvenue à l'écoute de Radio Ici et Maintenant, 95.2 ici et maintenant.info sur internet. C'est l'émission La Vague d'OVNI, le mardi soir à partir de 23h, le dimanche de 14h à 16h. Une émission proposée et dirigée par Didier Deplège, animée aujourd'hui par Alexandre. Et pour conclure, je ne peux que vous conseiller le blog de veille ufologique ovni-usa.com, ovni au pluriel-usa.com. Et c'est donc l'émission La Vague d'OVNI qui commence maintenant. Nous sommes aujourd'hui en compagnie de Julien Gonzalez. Julien Gonzalez, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur notre antenne, Julien Gonzalez. Nous vous avons invité car vous avez fait paraître un livre intitulé OVNI, le dossier des rencontres du troisième type en France. Julien Gonzalez, c'est un livre que vous avez édité à compte d'auteur ? Oui, tout à fait. Donc, c'est moi-même qui ai financé l'impression de l'ouvrage et également par le biais d'une souscription qui a permis de rassembler un tiers de la somme et le reste, c'est moi qui l'ai financé pour permettre l'édition de cet ouvrage et de faire connaître au public le contenu de mes recherches. Je vais vous demander de vous présenter pour nos auditeurs, ceux qui ne vous connaissent pas encore. Oui, alors donc j'ai 35 ans, je suis titulaire d'un DEA en histoire contemporaine. Je m'intéresse au phénomène OVNI depuis l'âge de 14 ans, c'est-à-dire depuis 1989. J'ai découvert le phénomène OVNI au collège en lisant un livre qui s'appelait Les apparitions OVNI de Gigi et Loeb, qui racontait l'histoire des ovnis en bande dessinée. Et suite à cela, j'ai voulu en savoir plus, donc j'ai commencé à dévorer les livres sur le sujet. Et l'idée du livre est venue du fait que je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas eu de mise à jour depuis 1979 sur les cas d'observation de rencontres du troisième type en France. Et donc depuis 7 ans, j'ai rassemblé petit à petit la documentation pour rassembler les cas, pour publier ce livre. Voilà. Vous avez rassemblé tous les éléments en 7 ans, c'est-à-dire que vous êtes allé puiser dans des livres, dans des revues ufologiques, sur des forums. Comment avez-vous procédé ? D'une part, j'ai rassemblé tout ce que j'avais comme livre sur le sujet. J'en ai plus de 150. J'ai aussi une grosse bibliothèque de revues ufologiques. J'ai également été à la Bibliothèque nationale de France pour compléter les recherches parce qu'il y avait beaucoup de petits bulletins ufologiques qui sont quasiment introuvables et dans lesquels j'ai découvert des cas peu connus qui n'avaient pas été vraiment diffusés. Et puis j'ai également fait des recherches dans la presse locale où j'ai également découvert des cas peu connus. Voilà, pour l'ensemble de mes points de recherche qui m'ont permis de rassembler la documentation pour réaliser cet ouvrage. Et puis dans quelques cas aussi, j'ai essayé de rentrer en contact avec les témoins pour contrôler leurs récits, enfin vérifier, faire des vérifications. Bon, malheureusement, j'ai pas beaucoup de témoins que j'ai pu contacter directement, enfin qui ont accepté de me répondre en tout cas. En fait, dans ce livre, on trouve en majorité un recensement des événements. Pour les enquêtes, vous avez eu plus de mal. Oui, enfin en tout cas, les cas qui sont recensés ont pour la plupart d'entre eux été enquêtés par des ufologues, dont certains sont quand même assez chevronnés, parce que ça fait des fois plusieurs dizaines d'années qu'ils enquêtent sur les ovnis. Donc c'est quand même pour la plupart des cas enquêtés. Pas par moi-même, mais qui ont été enquêtés par des ufologues. Vous auriez aimé vous-même pouvoir enquêter ou c'était déjà un trop gros travail C'était déjà un gros travail. Donc j'ai voulu faire des vérifications sur certains cas et ça n'a malheureusement pas toujours été possible. J'ai 3-4 cas où j'ai pu voir les témoins, mais malheureusement c'est qu'une extrême minorité. Mais maintenant j'aimerais éventuellement, maintenant que le temps va... J'aurai plus de disponibilité pour le faire, de contre-enquêter sur certains des cas que j'ai évoqués dans mon livre, bien entendu. Avec le recul, avez-vous appris que certains témoins, ou même essayé de joindre certains témoins qui ne souhaitent plus communiquer sur le sujet ? Et si oui, pour quelles raisons ? Souvent les témoins ont malheureusement été ridiculisés suite à leur témoignage, donc... ils ont fait un certain blocage psychologique et donc aujourd'hui ils ne veulent plus s'exprimer sur le sujet par peur qu'on se moque d'eux et ils préfèrent souvent oublier l'événement. En tout cas, ils ne cherchent pas la publicité, c'est certain. Les RR3, c'est comme ça qu'on les appelle, ces rencontres rapprochées du troisième type. Ça veut dire quoi exactement ? J'aimerais bien qu'on s'arrête sur RR1, RR2, RR3. Alors donc c'est une nomenclature qui a été mise en place par un ufologue américain qui s'appelait Alan Hynek. Donc les rencontres rapprochées du premier type,
c'était les observations d'OVNI vues à faible distance, à moins de 200 mètres, soit dans le ciel, soit au sol. Les rencontres du deuxième type, c'est lorsque l'OVNI laisse des traces au sol, ou bien alors parce que le témoin a été paralysé pendant l'observation du phénomène, donc parce qu'il y a eu des effets physiques sur le lieu d'observation ou sur le témoin. Et les rencontres rapprochées du troisième type, c'est lorsque les témoins décrivent les occupants de l'OVNI. C'est lorsqu'il y a contact? Pas obligatoirement. Des fois, il y a simplement vision des occupants par le témoin, mais il n'y a pas obligatoirement contact. D'ailleurs, dans peu de cas, il y a très peu de cas, il y a contact en fait entre les témoins et les occupants. La plupart des cas, lorsque les occupants prennent conscience de la présence des témoins, en général, ils s'enfuient. Ils réintègrent l'objet qui décolle. En fait, il y a souvent cet aspect redondant des témoignages. Souvent, la description du phénomène est assez identique, c'est-à-dire les témoins voient un ovni atterrir, ils découvrent qu'il y a des occupants qui sont dehors, à côté de l'ovni. Les occupants prennent conscience de la présence du ou des témoins et ceux-ci s'enfuient, réintègrent l'objet qui décolle et disparaît. Dans le cas où il y a contact, comment appelle-t-on cette rencontre? Ça reste tout de même une rencontre du troisième type. Ça reste une rencontre du troisième type. Oui, oui. Tout à fait. Ça peut prendre des cas où c'est simplement des témoins et d'autres cas où il y a effectivement contact entre les témoins et les occupants. Par contre, ce qu'on appelle les rencontres rapprochées maintenant du quatrième type, c'est les cas d'enlèvement, où les témoins disent avoir été enlevés par les occupants de l'OVNI et qui les ont emmenés généralement dans l'OVNI s'ils étaient descendus. Vous nous disiez en début d'émission avoir fait des études liées à l'histoire. Oui. Est-ce que vous, justement, liez l'histoire des ovnis, des apparitions ovnis, quels qu'ils soient, à l'histoire de l'humanité? Je n'ai pas fait ce lien entre les deux. En tout cas, c'était pour moi ce sont deux recherches à part. Je ne fais pas de mélange entre mes deux activités, même si j'ai étudié le phénomène OVNI un peu sous l'angle historique, puisqu'en fait, le phénomène OVNI, il ne date pas de 1947. On sait très bien qu'il y a eu des observations d'OVNI dans les siècles qui ont précédé, puisqu'on en trouve même des traces dans la préhistoire sur des dessins sur des grottes préhistoriques. Donc c'est pour la raison pour laquelle je l'ai étudié un peu sous l'angle de l'historien, mais je ne fais pas en tout cas un lien entre l'histoire de l'humanité et l'histoire du phénomène OVNI. Ça a quand même dû vous apporter un regard différent par rapport aux élèves qui étaient à vos côtés, aux étudiants qui étaient à vos côtés, non? D'imaginer que peut-être des détenteurs d'une technologie avaient façonné notre histoire. Dans quelle mesure ces êtres auraient-ils façonné notre histoire? Moi, je n'ai pas l'impression que ceci est influé sur l'histoire de l'humanité, parce que ce qui ressort des témoignages, c'est qu'ils n'interviennent pas justement sur le cours de l'humanité. C'est ça qui peut surprendre et qui peut faire poser question de savoir si on a vraiment affaire à des engins d'origine extraterrestre, puisque dans tous les cas, en général, les occupants des ovnis évitent le contact avec les témoins, ils prennent généralement la fuite. Est-ce que vous avez développé une hypothèse par rapport à cela? Comprenez-vous, à force d'étudier tous ces cas, pourquoi, et on va y revenir en détail dans quelques instants, pourquoi est-ce qu'il n'y a que très rarement ce contact? Alors ça, c'est l'un des grands mystères du phénomène. J'ai pas de solution. Mais vous n'avez pas d'hypothèse de travail sur le sujet? Non, moi je m'intéresse pas trop aux hypothèses. Je préfère l'étude des faits plutôt que d'élaborer des hypothèses qui sont des fois un peu scabreuses comme celles que j'ai pu lire. Mais ce qui ressort de l'étude que j'ai faite sur les rencontres du troisième type, c'est qu'à mon avis, on n'a pas affaire à un phénomène d'extraterrestres venant de voyages interspatiaux, de voyageurs venant de l'espace. C'est pas l'impression qu'il ressort des phénomènes, parce qu'on a vraiment l'impression par moment d'avoir affaire à un phénomène immatériel, comme si c'était des images. Ça reste à savoir maintenant qui nous envoie ces images, qui ressemblent des fois un peu à des leurs. Alors, il y a un côté passionnant dans ce que vous avez étudié, on en avait déjà parlé à l'antenne avec Joël Ménard, c'est le ridicule. Oui, c'est très marquant, ça. Oui, souvent, malheureusement, les témoignages paraissent, pour le commun des mortels, bien ridicules. Souvent, les dialogues, dans les cas où les témoins et les ufonautes, donc les pilotes d'OVNI, il y a un dialogue qui s'établit entre eux. Souvent, les dialogues entre
entre ceux-ci sont absurdes et tendent à décrédibiliser le témoignage qui nous est rapporté ensuite. Alors, il y en a un moi, qui me vient en tête immédiatement. D'ailleurs, c'est en couverture. Oui. On peut voir des bibendums, les fameux bibendums Michelin. Oui. Quand on voit un personnage qui dit voir des bibendums, voilà, là, on est dans le ridicule absolu. Et pourtant, cette personne témoigne avec la plus grande honnêteté. Est-ce que vous pourriez nous narrer cette histoire ? Oui, donc c'est le témoignage de Monsieur Luce Fontaine, qui était un agriculteur qui vivait à la plaine des Cafres, dans l'île de la Réunion. Et donc il est bon de rappeler que ce monsieur était quasiment illettré, donc il ne savait ni lire ni écrire, donc il n'avait pas eu accès aux témoignages sur les ovnis, il ignorait quasiment l'existence même du phénomène. Et donc son observation a lieu le matin du 31 juillet 1968, et il se trouve au milieu d'une petite clairière, il est en train de ramasser de l'herbe pour ses lapins, lorsqu'il voit soudain, à quelques mètres au-dessus du ciel, un objet ovale, qui fait penser un peu à un ballon de rugby, et sur cet objet ovale, il y a comme deux pieds de verre, l'un au-dessus et l'un en dessous. Donc déjà, la forme aussi de l'objet lui-même est assez... il n'y a pas que les occupants, il y a aussi l'objet lui-même qui a un peu une forme un peu absurde. Il est assez curieux. D'ailleurs, on a peu de cas de ce type en dehors de celui-là. Donc, il observe cet engin et soudain, il découvre à l'intérieur qu'il y a, parce que l'objet ovale est transparent, et il distingue deux petits êtres qui mesurent à peu près 90 cm de haut, d'après ce qu'il dit, et ils sont enveloppés dans une sorte de combinaison à nervures boudinées qui font penser aux témoins au bibendum Michelin. Et soudain, il y a un éclair violent qui paraît devant le témoin, et il se rend compte que tout devient blanc autour de lui et qu'il y a une sorte de chaleur qui se dégage. Puis il voit ensuite il a comme l'impression d'un souffle, et après l'objet a carrément disparu sur place. Il n'a pas assisté à un décollage, et c'est comme s'il s'était effacé sur place. Donc après cela, le témoin rentre chez lui. Il est pris d'une grande fatigue. Et il raconte donc son récit à sa femme, qui va alerter les gendarmes, qui vont venir sur place. Il n'y a malheureusement aucune trace au sol, mais le commandant de gendarmerie a la bonne idée de revenir plusieurs jours après avec un appareil pour mesurer la radioactivité. Et il constate sur le lieu de l'observation plusieurs points de radioactivité élevés, anormales. Et il constate également qu'il y a également des traces de radioactivité sur les vêtements et sur la casquette du témoin. Et c'est bon de signaler donc que ce témoin, qui a eu visiblement des symptômes un peu proches de quand on subit des radiations, il a donc été pris de migraines et de douleurs. Oui, il a été pris de migraines. Il a également eu des problèmes de sommeil. Enfin, il a été très fatigué après son observation. Et il a été pris d'abondants saignements de nez pendant les 8 jours qui ont suivi son observation. Donc tous ces faits semblent corroborer le sérieux de son témoignage. Voilà pour ce qui est de cette affaire. Et pour la suite, alors, après ces 8 jours, plus rien Après, non. Il a même fait l'objet d'analyses de sang, mais qui ont été faites après ce délai, et elles se sont révélées négatives. Donc rien n'a été... on n'a pas eu d'éléments supplémentaires. Ce qui est intéressant là, c'est de voir la gendarmerie quand même revenir, un gendarme revenir et voir, prendre au sérieux l'histoire et tester la radioactivité du lieu. Oui. C'était à quelle époque, rappelez-nous, à quelle date ? En 1968, mais depuis le début des années 50, les gendarmes avaient reçu des consignes pour enquêter sur ces phénomènes. Et jusqu'en 1960, les témoignages d'OVNI étaient classés top secret, parce qu'à l'époque, on pensait qu'il s'agissait d'engins secrets soviétiques, généralement. Et donc le phénomène était quand même pris très au sérieux par les autorités, puisqu'ils enquêtaient systématiquement, quand ils avaient connaissance de ce type de phénomène. En 1968, on en était où par rapport à la culture OVNI en France ? À cette époque-là, pour la plupart des ufologues, bien entendu, on a affaire à un phénomène matériel, et les ufologues pensent que les ovnis sont des engins spatiaux d'origine extraterrestre. On en est encore à ce point-là dans la recherche ufologique, qui est encore balbutiante, puisqu'on a quelques groupes ufologiques qui sont constitués dans le courant des années 50, comme la commission Uranos, qui a été créée par Marc Thirouin en 1951.
Ensuite, il y a eu en 1958 le groupement ufologique Lumière dans la nuit, qui a été créé par monsieur Raymond Vélitte. Et puis il y a également eu en 1962 la création du GEPA, groupement d'études des phénomènes aériens inconnus, qui a été créé par monsieur et madame Fouéré. Voilà, donc il y a quelques petits groupes d'ufologues, mais ça reste encore à ce moment-là un peu balbutiant, la recherche ufologique en France. Et la population, elle, est-ce qu'elle était déjà baignée dans quelques événements ou médiatiques ou non? Ah bah oui, tout à fait, puisque moi j'ai fait des recherches de presse, notamment dans mon département. C'est l'un des premiers travaux que j'ai fait en ufologie. Comme je suis historien de formation, j'ai fait beaucoup de recherches. Je suis un peu un archiviste du phénomène OVNI. Et j'ai notamment, dans mon département d'origine, la Nièvre, passé au crible jour après jour tous les journaux depuis 1946. Donc en fait, avant 1968, il y avait eu beaucoup de cas d'observation d'OVNI qui étaient publiés dans la presse. Donc il y avait déjà une certaine culture du public sur le phénomène OVNI. C'est quand même pas une nouveauté. Bon, dans le cas là que je viens de citer, il faut quand même signaler que c'est pas en France métropolitaine, que c'était en France d'outre-mer, et que le témoin était illettré, donc lui, sa culture personnelle sur le phénomène OVNI était quand même très réduite. Mais en France métropolitaine, tout de même, les gens étaient au courant de l'existence du phénomène OVNI, puisqu'il y a notamment eu en France d'importantes vagues d'OVNI, notamment à l'automne 1954. Donc peut-être expliquer aux auditeurs... Avec grand plaisir. Avec grand plaisir. Ce qui est la vague de 1954, enfin de l'automne 1954. Donc à partir de la fin du mois d'août, on assiste en France, mais également dans toute l'Europe occidentale, à une recrudescence d'observations d'OVNI. Et celle-ci va prendre de l'ampleur à partir de la mi-septembre. Et donc on recense en France, essentiellement en septembre et octobre 1954, pas moins de 3000 observations d'OVNI, rien que pour la France métropolitaine. Parmi ces 3000 observations d'OVNI, il y a près de 250 cas d'atterrissage, où les témoins affirment avoir vu l'objet posé au sol. Et parmi ces 250 cas, on a une centaine de cas où les témoins affirment avoir observé les occupants de l'OVNI. Voilà. Et donc, c'était une première en France parce que jusqu'ici, on n'avait jamais entendu parler, enfin, on avait déjà entendu parler du phénomène OVNI. Il ne faut pas penser qu'en 1954, les gens ignoraient l'existence du phénomène OVNI en France, puisqu'il y avait déjà eu de nombreux témoignages dans les années précédentes, en particulier en 1952. Mais il s'agissait d'observations d'OVNI faites dans le ciel. Or, en 1954, pour la première fois, on a en France des témoignages où les gens disent avoir vu des objets structurés posés au sol et ils disent même avoir vu les occupants de ces engins. Ils sont souvent généralement décrits comme des petits scaphandriers, mesurant en moyenne autour de 1 mètre, 1 mètre 20. Et donc on a une multitude de témoignages. Et ce qui est impressionnant, c'est quand on va faire des recherches dans les archives départementales, dans les journaux, parce que là, c'est là que j'ai commencé à faire mes recherches, donc, et j'étais surpris de découvrir que tous les jours, quasiment tous les jours, les journaux publiaient des témoignages, des observations des témoins. On était même venu à la création d'une rubrique qui s'appelait le courrier des soucoupes volantes. Et donc tous les jours, il y avait des dépêches de l'AFP reprenant des témoignages d'un peu partout en France et même à l'étranger, qui étaient publiés dans la presse locale. Donc c'est dire que quand même tout le monde était informé de l'existence du phénomène par la reprise de ces informations des dépêches AFP jusque dans les moindres petits journaux locaux. Le sujet finalement a été pris au sérieux pendant un certain temps et puis il a sombré pour une grande partie de la population dans le ridicule assez rapidement. Je pense qu'il a été tourné en dérision dès le début, puisque dans la vague de 1954, les articles de presse sont quand même assez humoristiques et puis les titres qui sont donnés aux observations sont quand même assez cocasses. Et puis alors à l'époque, bien entendu, les témoignages relatifs à des rencontres du troisième type, on les appelait les apparitions de martiens. Alors donc ça tendait quand même pas à rendre le sujet très crédible. Et j'ai quelques idées, quelques cas à vous citer de titres d'articles de presse, par exemple. Oui. Le martien du Finistère avait le visage poilu et des yeux aussi gros que des œufs de corbeau. Voilà, et ça c'était marqué en gros titre sur le journal. Oui. Parce que ça, ce genre de témoignage a été repris quand même en première page
dans la presse, hein, parce que moi j'ai vu ça dans le journal du Centre dans la Nièvre, et qui reprenait des dépêches AFP venant de l'autre bout de la France. Par exemple, donc l'affaire de Loctudy, le 5 octobre 1954, qui est lui aussi un témoignage qui brille par son absurdité, puisque je vais vous en faire le récit. Donc le témoin, c'est un ouvrier boulanger, il est en train de puiser de l'eau dans la cour de la boulangerie, c'est 5 heures du matin, lorsqu'il voit subitement un objet en forme de soucoupe se poser dans la cour, et descendre de celui-ci un petit être qu'il dit qui a entièrement velu. Donc le témoin se rentre dans la boulangerie, il est suivi par l'être, et donc à la lumière, il va pouvoir voir une description précise de ce petit être qui est entièrement velu, qui a effectivement des yeux qu'il dit aussi gros que ceux des œufs des œufs de pigeon ou de corbeau, en fonction des versions que j'ai pu voir dans la presse. Et il appelle donc son patron, qui est à l'étage, mais le temps que celui-ci descende, l'être s'enfuit, remonte dans l'OVNI, qui décolle, et donc il en fait était le seul témoin de l'observation. Voilà, donc ce genre de récit, il y en a eu une multitude pendant toute la vague de l'automne 1954, mais il y en a d'autres qui paraissent plus sérieux parce qu'il y a par exemple des traces au sol. Il y a par exemple une affaire qui a eu beaucoup d'écho également dans la presse à l'époque, mais qui est beaucoup plus sérieuse, c'est l'affaire de Chabeuil, qui a eu lieu le 26 septembre 1954. Là aussi, malheureusement, comme dans beaucoup de cas, il n'y a qu'un seul témoin. Mais ce cas est intéressant parce qu'il y a eu des traces qui ont été retrouvées au sol. Donc le témoin, c'est Madame Lucette Leboeuf, qui avait 32 ans à l'époque, qui se promène dans un chemin creux. Elle est en train de ramasser des murs, lorsque subitement, sa chienne, qui l'accompagne, se met à japper après quelque chose. Enfin, elle hurle à la mort, carrément, jappe à la mort, contre quelque chose. Donc le témoin, ça attire son attention. Elle se rend compte que le long, il y a une haie, donc une rangée de maïs, et qu'à côté de cette rangée de maïs, il y a comme une sorte de petit être qu'elle prend d'abord pour un épouvantail. Ce petit être mesure visiblement 1,10 m de haut. Il est vêtu comme dans une sorte de cellophane, enfin un petit scaphandrier visiblement. Subitement, ce petit être se met à s'avancer d'une manière sautillante en direction du témoin. Celle-ci prend peur, elle s'enfuit, elle se cache derrière une haie, et enfin, elle ne sait pas combien de temps elle est restée derrière cette haie, mais subitement, elle a entendu un sifflement, et c'est là qu'elle découvre, au-dessus du champ, qui semble s'envoler, un objet qu'elle décrit comme ayant la forme d'une toupie, qui d'abord s'élève horizontalement, au-dessus du champ, et qui ensuite bascule à 90 degrés et part à la verticale, et disparaît donc dans le ciel en quelques secondes. Mais comme pas très loin d'elle, il y avait d'autres personnes qui étaient présentes, ils l'ont entendu crier, donc ils sont arrivés sur les lieux. Malheureusement, l'objet avait déjà disparu, mais ils ont quand même perçu le sifflement émis par l'engin. Donc ils ont retrouvé le témoin qui était totalement terrorisé. D'ailleurs, elle est restée malade pendant plus de 48 heures. Elle avait même le médecin qui était venu sur place a pu constater qu'elle avait 42 fièvres. La chienne du témoin a également été était très peureuse pendant les 3 jours qui ont suivi l'observation. Mais surtout, ce qui était le plus intéressant, c'est que les gens qui sont donc venus retrouver le témoin après l'avoir entendu hurler sont allés sur les lieux où elle a dit avoir vu l'objet décoller, et ils ont découvert donc au milieu du champ de maïs, enfin c'est pas au milieu du champ de maïs, c'est plutôt c'était au bord du champ de maïs, à la lisière d'un bois, que l'objet avait atterri. Et donc ils se sont rendus compte qu'il y avait un cercle où le maïs était entièrement aplati, qui faisait 5-6 mètres de diamètre, et il y avait plusieurs branches des arbres qui se trouvaient juste à côté de ce champ de maïs qui étaient cassées. Voilà, donc, et cette affaire-là a fait également l'objet d'une enquête de la gendarmerie nationale à l'époque. Et donc il n'y a eu aucune explication de trouver pour cette affaire. Voilà, bien qu'aujourd'hui il y a des ufologues rationalistes qui expliquent que Madame Leboeuf avait simplement vu ce jour-là un hélicoptère, et que l'occupant qui n'était en fait que le pilote de l'hélicoptère qui avait besoin d'uriner, voilà. D'accord. Et se serait posé à côté d'un champ, voilà, et qu'en fait elle aurait simplement pris peur en voyant le pilote de l'hélicoptère. Mais enfin, ça c'est une explication qui pour moi me paraît... Ah, mais c'est certain qu'une toupie ressemble à un hélicoptère qui décolle. Oui, surtout que le témoin dit qu'elle a vu l'objet basculer à 90 degrés, et donc partir à la verticale.
Donc vous voyez, et puis donc ce qui est encore absurde pour cette explication, c'est que l'objet n'a pas atterri au milieu du champ de maïs, mais à la lisière du champ de maïs, entre le champ de maïs et un bois. Donc avec le risque, si ça avait été un pilote d'hélicoptère, que celui-ci aurait eu un accident, parce qu'il aurait plutôt privilégié d'atterrir au milieu du champ, mais pas à côté des arbres. Oui, et même si possible dans un endroit où il n'y a pas trop de végétation, même s'il pouvait éviter le champ de maïs, Oui, ça aurait été plus pratique. oui. Tout Enfin, ça, en tout cas, tout ça pour aller uriner, donc effectivement, oui. c'est un Enfin, en petit tout cas, peu... cette explication, en plus, dès l'époque déjà, il y avait un journal qui n'avait même pas enquêté sur l'affaire, qui avait avancé cette hypothèse, c'était le journal François, d'ailleurs, pour le Mhm. citer, qui, le 1er octobre 1954, avait publié comme explication à ce témoignage une confusion avec un hélicoptère. C'est dire que les récits n'étaient pas pris au sérieux à l'époque. On a la même affaire, je vous ai parlé avant de l'affaire de Loctudy, donc de l'ouvrier boulanger qui avait vu un être... velu sortir Oui. d'une soucoupe volante. Et bien là, il y avait également une explication dans François également, qui avait encore brillé à l'époque, et qui avait expliqué qu'en fait c'était une chèvre savante échappée d'un cirque. Voilà. Très bien, très classe. Voilà. Mais quand même, on voit ce que je disais tout à l'heure sur le fait qu'on a pris au sérieux pendant quelques années, après on allait dans le ridicule. Je parlais pas de la presse qui s'est amusée quand même à faire des gros titres avec cela, mais quand même de la population qui osait témoigner, parce que ce qu'il faut mettre en avant et ce qui ressort de ce que vous nous racontez, c'est que les personnes dans ces villages où tout le monde se connaît n'ont strictement rien à gagner. Non, en général, à part être ridiculisés ensuite par leur entourage, ils n'ont malheureusement pas gagné. Mais je n'ai pas l'impression que justement le phénomène était pris au sérieux au début, puisqu'en général, ce qui ressort des témoignages de la vague de 1954, quand on a réussi à retrouver les témoins de l'époque, c'est justement souvent ils se plaignent du fait qu'après les gens se sont moqués d'eux. Mais c'est vrai qu'au départ, les gens n'hésitaient pas à témoigner, puisqu'on voit souvent dans les articles de presse le nom et le prénom des témoins, leur âge, enfin on a toute leur profession, on a vraiment tous les détails pour les retrouver. Alors que ce genre de choses aujourd'hui, ça ne se reproduit plus, parce qu'en général, les témoins de ce genre d'observation ne veulent pas voir leur nom apparaître dans la presse, témoignent généralement de façon confidentielle, ou vont à la gendarmerie directement pour témoigner dans quelques rares cas, et leur observation ensuite est passée sous silence, ou bien ils vont plutôt généralement voir des associations ufologiques pour donner leur témoignage. Mais en général, ils réclament l'anonymat. Ils ne souhaitent pas que leur nom soit publié. Vous avez privilégié dans votre livre des périodes bien précises? Non, j'ai cherché à réunir tous les témoignages en France. Enfin, j'ai privilégié une zone géographique. Ça a été la France et la Belgique. Mais par contre, sur la période historique, j'ai recueilli tous les témoignages relatifs à des apparitions des occupants des ovnis. Donc j'ai pas sélectionné une période, j'ai essayé de retrouver l'intégralité des témoignages, de tous les recenser, et donc j'en ai répertorié pour la France pas moins de 331 cas, mais la plupart datent de la période qui va de 1950 à maintenant, puisque avant la vague de 1954, je crois qu'on a seulement une trentaine de témoignages, et ces témoignages ont pour la quasi-totalité n'ont été connus qu'après la vague de 1954. C'est des témoignages qui ont été recueillis plus tard. C'est-à-dire qu'au moment où la vague de 54 se déclenche, donc à la fin de l'été 1954, les Français n'avaient quasiment jamais entendu parler de tels récits. Ils avaient déjà entendu parler d'observations d'ovnis, enfin à l'époque c'était soucoupe volante, d'objets vus dans le ciel, mais ils n'avaient jamais entendu parler de récits relatifs à des observations des occupants du phénomène de l'OVNI. Est-ce que vous faites une observation d'une différence entre les cas à partir de 1950 et ceux qu'on retrouve maintenant? Est-ce que vous avez l'impression que les observations sont différentes et si oui, de quelle manière? Est-ce que, à votre avis, c'est dû à l'œil de l'observateur, aux apparitions, aux images qui sont envoyées peut-être, dont vous nous parliez au début de cette émission? Est-ce que vous voyez des différences? C'est clair que le phénomène a fortement évolué. D'ailleurs, il se voit dans l'étude du phénomène donc des ufonautes, enfin des pilotes d'OVNI, puisque celui-ci a presque quasiment aujourd'hui disparu. Et ce qu'on remarque, c'est que dans les années 50, on avait l'impression d'avoir affaire à un phénomène matériel, à des objets structurés, qui semblaient justement donner raison à ceux qui prétendaient qu'il s'agissait d'engins venus de d'autres planètes, donc à des vaisseaux extraterrestres.
alors qu'aujourd'hui on a l'impression d'avoir affaire à un phénomène qui est beaucoup plus fugace, puisque on a plutôt affaire à des phénomènes lumineux, mais on a l'impression souvent de ne pas avoir affaire à un phénomène matériel. Et ce qu'on constate aussi, c'est qu'il y a une raréfaction des rencontres rapprochées. Donc des cas d'atterrissage d'objets structurés au sol, comme on en voyait souvent jusque dans les années 70. À partir des années 80, on assiste à une évolution, c'est à mon avis cette période-là, les années 80, où il y a une métamorphose du phénomène, puisqu'on passe d'un phénomène structuré à un phénomène plutôt plus fugace, à une raréfaction donc des observations rapprochées, et également des apparitions du phonote qui sont devenues aujourd'hui très très rares. Et également, ce qu'on voyait très souvent, par exemple avant, on recensait beaucoup de cas d'atterrissage avec des traces au sol, et ça a quasiment disparu aussi. Et puis également, ce qui a disparu, c'est les observations faites le jour, les observations diurnes. Puisque pendant la vague de 1954, il y a au moins la moitié des observations qui ont eu lieu de jour, par exemple. Or, ce type de témoignage, aujourd'hui, il a quasiment disparu. C'est moins de 5% des cas, les observations diurnes. Est-ce qu'on peut expliquer, est-ce qu'on pourrait essayer, d'expliquer ça par le fait que nous sommes, pour grand nombre des citadins, que nous vivons en regardant le sol ou les portes qui sont devant nous, les bureaux, plutôt que le ciel, et que c'était en 1950 un pays qui était plus tourné vers l'agriculture et qui donc regardait plus en l'air et dans les champs? Alors ça, je ne sais pas si on peut y faire le lien, mais c'est vrai que beaucoup des témoignages qu'on constate pour la vague de 1954, par exemple, ont eu lieu en milieu rural. Et c'est vrai qu'il y a très peu d'observations en milieu urbain à cette époque-là. Et donc il est vrai qu'en 1954, la population française était plus rurale qu'elle ne l'est aujourd'hui. Donc est-ce que ça a pu avoir un impact sur le fait qu'aujourd'hui on assiste moins à ce type de témoignages? Ça, je ne sais pas, mais c'est vrai que c'est quelque chose de curieux pour lequel je n'ai pas d'explication, mais moi je penserais plutôt à une évolution du phénomène. C'est-à-dire que celui-ci subit des modifications, ceux qui en tout cas nous envoient ces images font évoluer le phénomène pour le rendre justement encore de plus en plus absurde, et pour qu'il nous échappe. Et ça, je ne connais pas les motivations parce que moi, j'ai pas d'explication sur le phénomène. Non, bien sûr, mais nous non plus. Mais c'est bien, c'est en se posant des questions de toute façon qu'on va arriver à trouver peut-être un jour des réponses, on verra bien. Vous pensez que, donc pour vous, ce sont des images qui nous sont envoyées? C'est un peu l'impression qui ressort des témoignages, puisqu'on a souvent l'impression d'avoir affaire à un phénomène qui n'est pas matériel. Même des fois, il y a des cas où les témoins ont l'impression d'observer des engins qui paraissent matériels, mais qui disparaissent sur place, comme s'ils s'effacent. On a aussi des cas d'observation du phonote où les témoins disent avoir vu l'être carrément s'effacer. Donc ça donne un peu l'impression qu'on a affaire plus à des images qu'à un phénomène matériel. À des images ou à peut-être une autre dimension? Oui, tout à fait. Ça, l'hypothèse de visiteurs, venant d'autres dimensions, de mondes parallèles, me paraît assez séduisante. Enfin, moi, j'ai pas l'assurance que c'est cette explication-là qui est la bonne, mais c'est vrai que c'est une hypothèse qui est très tentante. Vers laquelle je pencherai plus que l'hypothèse de visiteurs extraterrestres. Vous écoutez Radio Ici et Maintenant, 95.2, c'est l'émission La Vague d'OVNI. Notre invité est aujourd'hui Julien Gonzalez. Il nous présente son livre OVNI, le dossier des rencontres du troisième type en France. Qu'est-ce que c'est exactement ? Eh bien, c'est un recueil, ce sont des recherches qui ont duré 7 ans, des recherches sur ces fameuses RR3. Julien Gonzalez, juste avant de faire une première respiration musicale, nous n'avons pas encore dit à nos auditeurs comment faire pour se procurer votre livre, qui, je le rappelle, a été édité à compte d'auteur. Oui, tout à fait. Alors donc, pour se procurer ce livre, il suffit de me l'acheter directement par courrier, en m'envoyant donc un chèque d'un montant de 37 €, donc parce que le livre coûte 32 € et qu'il faut compter 5 € de frais de port, parce que c'est un gros livre format 21-29-7 qui fait pas moins de 352 pages. Voilà, et donc on peut se l'acheter donc par courrier. Donc, alors je peux vous donner également mes coordonnées postales. Donc c'est Julien Gonzalez, 22 rue Turgot, 21 000 Dijon. Et vous avez aussi un site internet ? Oui, alors ça doit être c'est www.ovni, le dossier des rencontres du troisième type, alors avec des tirets entre chaque mot, .overblog.com, je crois, si je ne me trompe pas.
Il suffit de toute façon d'aller sur Internet, de taper le titre de votre livre ainsi que Julien Gonzalez et on tombe sur votre blog. Oui, c'est dans les premiers résultats de recherche. Tout à fait. Nous allons faire une première respiration musicale, Julien Gonzalez. Oui. Vous écoutez Radio Ici et Maintenant, 95.2, c'est l'émission La Vague d'OVNI. Vous écoutez Radio Ici et Maintenant, 95.2, l'émission La Vague d'OVNI, le mardi soir à partir de 23h, le dimanche de 14h à 16h. La Vague d'OVNI est une émission proposée et dirigée par Didier Deplège, animée aujourd'hui par Alexandre. Et nous recevons Julien Gonzalez, auteur de OVNI, le dossier des rencontres du troisième type en France. Julien, nous allons maintenant passer aux cas qui vous ont, enfin quelques-uns des cas qui vous ont le plus marqué. Je vous rends la parole. D'accord, donc il y a quand même beaucoup de cas marquants, puisque comme j'en ai recensé pas moins de 331. Ils vous ont tous autant passionné ? Il y a des différences en fonction des cas, puisqu'il y en a quand même qui semblent plus solides que d'autres. Donc il y en a quand même quelques-uns qui sont plus marquants. Il y a des cas très connus, comme par exemple l'affaire Deville à Carouble, pendant la vague de 1954, pour revenir à celle-ci. Donc je vais vous en faire le récit à peu près de cette observation qui donc avec plaisir. Juste un instant, je vous arrête. Pour vous, un cas marquant, c'est un cas avec des traces au sol ? Pas obligatoirement. Ça peut être aussi des cas où il y a eu plusieurs témoins. Ça c'est quand même assez rare. Mais là, en l'occurrence, effectivement, le cas de Carouble, c'est un cas où il y a eu aussi des traces au sol. D'accord. Et puis il y a eu une enquête de gendarmerie, donc suite à l'observation également de d'autres services comme la police de l'air, donc ça tente à accréditer ce cas comme étant assez solide. Donc c'est quasiment le premier récit connu du grand public en France où le témoin déclare avoir vu les occupants d'un OVNI. Donc c'est le début de la vague de 1954, c'est très exactement le 10 septembre 1954, ça se passe à 22h30, donc le témoin Marius Deville, qui est un ouvrier métallurgiste, vit au milieu des bois, enfin des champs et des bois, dans une petite maison qui était avant un passage à niveau, et donc il occupe cette maison avec sa femme et ses enfants. Il est 22h30, le témoin est en train de lire le journal lorsque son attention est subitement attirée par son chien qui se trouve dehors et qui jappe à la mort. Et donc il se demande ce qui se passe, donc ça le tire de sa lecture et il décide de sortir dehors, il prend sa lampe torche pour voir qu'est-ce qui se passe, parce qu'il se demande pourquoi son chien jappe à une telle heure. Et donc il sort dehors et il entend subitement... d'abord il voit parce qu'il y a une voie de chemin de fer qui passe à côté de sa maison, il voit sur celle-ci ce qu'il prend d'abord pour il croit d'abord que c'est une sorte de charrette avec une meule de foin dessus. Et ensuite son attention est subitement attirée par le bruit de pas qui semble venir d'un petit chemin qui s'appelle le chemin des contrebandiers, parce que il faut situer l'endroit. Donc la maison de Wilde se trouve à proximité de la frontière franco-belge, et il y avait un chemin à côté de chez lui qui était souvent utilisé par des contrebandiers. Donc il se demande à quoi il a affaire, et il dirige sa lampe poche en direction de l'endroit où vient les bruits de pas, et il découvre subitement, donc dans le reflet de sa lampe poche, deux petits êtres vêtus comme des scaphandriers qui semblent mesurer pas plus de 1,20 m de haut. Et donc il décide à ce moment-là de se rapprocher d'eux. Il a même une idée qui lui traverse l'esprit, c'est d'essayer d'en capturer un. Et donc c'est comme si le phénomène avait pris conscience des intentions du témoin, et à ce moment-là précis, de la masse sombre qu'il a vue sur la voie ferrée, qu'il avait pris pour une charrette, sort un sort de faisceau lumineux qui est pointé en direction du témoin, et celui-ci est subitement paralysé, il ne peut plus bouger. Et il voit, mais en tout cas il peut continuer à voir ce qui se passe, et il voit les deux petits êtres vêtus comme des scaphandriers, passer quelques mètres devant lui et se diriger vers cette masse sombre. Et donc ensuite, la masse sombre, les êtres disparaissent dans ce qui semble être cette masse sombre, et subitement, donc après cela, il entend un sifflement, et la masse sombre décolle et s'envole dans le ciel. Et disparaît comme un point lumineux, et à ce moment-là, le témoin retrouve l'usage de ses membres. Et donc, il est tellement terrorisé par ce qu'il a vu qu'il veut alerter tout de suite les pouvoirs publics, et donc dans la nuit, du 10 au 11 septembre, il se rend d'abord à la douane, qui se trouve à côté de chez lui, où il est pris un peu pour un fou. Ensuite, il va vers le poste de gendarmerie, le
le plus proche, et là aussi on l'envoie balader, et ensuite il se rend au commissariat de police qui est un peu plus éloigné. Il fait donc plusieurs kilomètres en vélo moteur pour aller jusqu'au commissariat de police, et les policiers qui gardent, qui sont de veille ce soir-là, trouvent le témoin tellement dans un tel état qu'ils décident de réveiller le commissaire de police, de le faire venir pour interroger le témoin. Donc ils se rendent compte tout de suite que le témoin a l'air sérieux. En plus, depuis son départ donc de sa maison, il est pris de contractions intestinales. Et là, on voit bien qu'il ne joue pas la comédie. Donc son témoignage est pris au sérieux. Son récit est cohérent. Il n'y a pas de dissemblance entre les différents interrogatoires. Donc son récit se tient. Donc il décide le lendemain de se rendre sur les lieux. Et c'est là qu'il découvre, sur la voie de chemin de fer, à l'endroit où Marius de Wilde disait avoir vu ce qu'il avait d'abord pris pour une meule de foin, et qui ensuite il a pris conscience que c'était l'engin qu'ont réintégré les deux petits êtres qu'il avait observés. Il trouve des traces donc à l'emplacement sur les voies, les traverses de chemin de fer. Et il y a d'ailleurs des experts qui sont venus de la SNCF pour voir ce qu'avaient pu subir ces traverses de chemin de fer, et ils ont estimé qu'elles avaient dû subir la pression d'un poids de 30 tonnes. Voilà, et donc son témoignage a fait l'objet d'une enquête de la gendarmerie nationale, des renseignements généraux et de la police de l'air, et également de la DST, qui était venue sur place. Donc c'est dire que l'affaire avait été prise très au sérieux. Ce monsieur a dû être bien embêté d'avoir fait cette observation, ça a dû un peu lui gâcher l'existence. Oui, on peut le dire qu'après, ça lui a gâché l'existence, parce que ça m'a mis visiblement des prolongements sur lui d'ordre psychologique, parce qu'en fait, il y a toute une suite dans cette affaire. Donc Marius de Wilde va faire l'objet de plusieurs interrogatoires de la police. Il est aussi harcelé par les journalistes, mais il est également interrogé par ce qu'on appelle à l'époque les actualités. On est au balbutiement de la télé, puis on avait aussi des actualités qui étaient passées au cinéma, et donc on voit bien les journalistes qui viennent l'interroger, qui se moquent un peu de lui. Voilà, parce qu'il était presque appelé d'ailleurs le Martien dans son village, pour avoir raconté cette histoire. Enfin, en tout cas, son témoignage a été corroboré par d'autres personnes, puisqu'il y a des gens qui, à la même heure, ont observé dans le ciel un phénomène lumineux, qui semblait provenir de l'endroit où Marius de Wilde a fait son observation. Donc il y a d'autres personnes qui en tout cas ont ce soir-là, vers la même heure, observé un ovni dans le ciel. Nombreux sont les cas où le témoin est immobilisé. Il y en a un certain nombre de cas, oui. Enfin, il y a un autre cas justement qui m'a également marqué, qui est très connu, c'est l'affaire de Valençol, qui illustre le dos de la couverture de mon livre. Donc ce cas-là a eu lieu 15 ans plus tard, en 1965, au mois de juillet. Donc le témoin, là, c'est un agriculteur du plateau de Valençol qui s'appelle Maurice Mas, qui se trouve à 5 heures du matin dans ses champs. Enfin, il se prépare à commencer son travail lorsque subitement son attention est attirée par un sifflement. Donc il découvre subitement derrière le tracteur qu'il y a un engin qui est posé au sol, une sorte de ballon ovale. Et à côté de celui-ci, il observe deux petits êtres avec des têtes qui dit de la taille d'un potiron, donc assez disproportionné par rapport au corps des deux petits êtres. Lorsque les deux petits êtres prennent conscience de la présence du témoin, l'un d'eux sort un espèce de tube qu'il pointe en direction du témoin et le paralyse. Et ensuite, les deux êtres parlent entre eux. Enfin, le témoin, s'il ne peut plus bouger, par contre, est conscient de ce qui se passe. Et il voit les deux êtres à proximité de lui, qui l'observent et qui parlent entre eux. Et subitement, enfin, au bout d'un certain temps qu'il n'a pas réussi à estimer, les deux êtres réintègrent leur engin et il observe donc l'engin s'envoler. Et c'est après la disparition de l'engin que Maurice Mas retrouve l'usage de ses membres. Et lui aussi va avoir ensuite beaucoup de problèmes liés à cette observation. Enfin, d'une part, les conséquences que le phénomène a eues sur lui, puisqu'après son observation, il va être pris de troubles du sommeil. Alors que lui dormait avant 6-7 heures par nuit, il se met à dormir 15-16 heures.
Donc ça, on n'a jamais pu expliquer pourquoi, suite à cette observation, il a été pris d'un sommeil aussi profond. Et l'autre chose qui a été observée, c'est que lorsque les gendarmes qui ont été alertés suite à l'observation sont venus sur place, à l'emplacement où l'engin s'était posé, la terre avait semblé avoir été devenue dure comme du ciment. Et il y avait également des emplacements où il y avait des trous dans le sol, qui semblaient être... parce qu'ils semblaient posés sur des sortes de pattes d'araignée, l'engin, et donc à l'emplacement de chaque patte d'araignée, ils ont trouvé un trou dans le sol, et sinon la terre avait durci comme du ciment. Elle avait durci pourquoi? Parce qu'elle avait chauffé ou parce qu'elle avait été écrasée? Alors ça, il n'y a pas eu d'explication. Il n'y a pas eu d'études sur la Terre? Ah, s'il y en a eu, en tout cas, on n'en a jamais connu les résultats. Par contre, ce qui est certain, c'est qu'après cette observation, c'était dans un champ de lavande, il n'y a plus de lavande qui a poussé sur ce champ pendant pas moins de 7 ans. Et ça non plus, on n'a pas d'explication pour ce phénomène. Dans ce que vous nous avez conté à l'instant, il y a quelque chose qui m'a intéressé, c'est le temps. Il ne sait pas combien de temps ça a duré. Mais est-ce que dans certains cas d'immobilisation par un faisceau, on note du missing time, enfin du temps perdu par les victimes, je ne peux les appeler que comme ça, ou les témoins, qui fait que finalement un événement qui semblait durer 5 minutes a duré 2, 3 heures, 4 heures? Ça, ce n'est pas impossible. Que derrière certains de ces cas se cachent peut-être des enlèvements potentiels. Et puis surtout que dans le cas de Maurice Mas, celui-ci a souvent dit, mais malheureusement aujourd'hui il est décédé, donc on ne saura jamais la vérité, qu'il n'avait pas tout dit sur ce qu'il avait vu, parce qu'on allait le prendre pour un fou. D'ailleurs, il est bon de rappeler qu'au départ, il a fait 2 dépositions à la gendarmerie, monsieur Maurice Mas, parce qu'au tout début, il n'a pas raconté que les êtres étaient à l'extérieur de l'engin. Il a dit simplement qu'il les avait vus dans la coupole de l'engin. Et c'est seulement 1 mois et demi plus tard qu'il est revenu à la gendarmerie pour faire en fait le récit complet de son observation. Et donc expliquer qu'il avait vu les 2 êtres dehors et qu'ils avaient donc un aspect qui n'était pas humain et que ceci l'avait paralysé. Est-ce qu'il a expliqué pourquoi est-ce qu'il est venu faire ce deuxième témoignage? Oui, il a dit qu'il avait eu peur qu'on le prenne pour un fou et qu'on allait l'enfermer à l'hôpital psychiatrique. Ouais, ça peut se comprendre en même temps, oui, bien sûr. Voilà. Et il est vrai qu'il y a d'autres témoignages sur lesquels on retrouve également des fois cette impression qu'on ne sait pas vraiment combien de temps l'observation a duré. Il y a un cas sur lequel j'ai personnellement contre-enquêté, tant bien que mal, parce que les témoins étaient un peu rétifs pour parler. C'est un cas beaucoup plus récent et beaucoup moins connu qui a eu lieu en Saône-et-Loire, dans un petit village qui s'appelle Sornay, et c'était au mois de septembre 1994. Donc ça se passe la nuit, à 4 heures du matin, et les témoins donc sont en train de dormir, lorsque subitement l'une d'elles est réveillée et tirée de son sommeil par les aboiements joyeux de son chien, ce qui est tout à fait inhabituel. Surtout qu'elle se demande qui c'est qui vient flatter son chien à une telle heure, parce que lorsqu'elle regarde le réveil, elle se rend compte qu'il est 4h15 du matin. Donc elle se demande ce qui se passe, donc elle va à la fenêtre de sa chambre, qui donne sur une prairie, et elle découvre subitement qu'au-dessus de la ferme qui se trouve pas très loin de chez elle, il y a un objet triangulaire qui se tient immobile juste au-dessus de la ferme. Et elle observe également ce qui peut certainement être un occupant, en tout cas une forme, elle a eu du mal à la décrire, qui mesure à peu près 60 à 80 cm de haut, qui se tient devant la porte de sa maison, devant la clôture. Donc elle prend peur, elle décide de réveiller donc sa fille qui a 14 ans, elle, et elle lui demande de venir pour qu'elle constate elle-même la présence du phénomène. Et que lorsqu'elles retournent ensemble à la fenêtre, le phénomène a disparu. Alors ensuite, la fille pense que la mère a rêvé. Elle se rend aux toilettes, mais c'est à ce moment-là que sa mère la rappelle, parce que le phénomène qui avait disparu sur place, quasiment, a réapparu. Et donc là, elles assistent toutes les deux à la présence donc de cet objet triangulaire au-dessus de la ferme. Elles prennent peur, elles décident de se cacher, donc elles s'enferment dans une des chambres parce qu'elles sont terrorisées par ce qu'elles voient. Et la nuit, malheureusement, n'est pas finie, puisqu'elles vont être surprises d'entendre un curieux son comme s'il y avait quelqu'un sous leur fenêtre qui respirait comme
Alors le témoin m'a expliqué que ça faisait penser aux plongeurs qui utilisent comment ça s'appelle? Une bouteille? Pas une bouteille, au contraire, c'est... Un tuba? Voilà, Mhm. comme si c'était la respiration qui venait d'un tuba et qui était juste en dessous de leur fenêtre. Voilà. Et donc cela a duré près d'une heure. Finalement, les témoins ont fini par se rendormir. Donc le lendemain, quand ils se réveillent, il y a déjà deux choses qu'ils vont constater. C'est d'une part que tous les appareils et les pendules qui marquent l'heure ont un décalage d'une heure par rapport à la réalité. Et l'autre chose qu'ils vont découvrir, c'est qu'il y a des empreintes de pas, de tout petits pas, qui font, si je ne me trompe pas, autour de 6 cm de long, qui apparaissent le long du mur à proximité des fenêtres de la maison. Et des pas qui ressemblent à aucune espèce connue. D'ailleurs, après cette observation, donc les témoins malheureusement n'ont pas alerté la gendarmerie, mais l'une de leurs voisines était de la famille d'un membre d'une association ufologique locale qui existe là-bas, et donc les ufologues locaux sont venus enquêter sur cette affaire. Ils ont même fait des moulages des empreintes de pas qui ont été relevées au sol. Et d'après ce qui m'a été dit, mais ça par contre j'ai pas pu le contrôler, ils les auraient soumis à 3 laboratoires qui leur auraient tous répondu que ça n'appartenait à aucune espèce animale ou humaine existant sur Terre. Voilà, pour ce récit. Donc là également, il y a eu cette impression des témoins qui se sont demandé après coup s'il n'y avait pas un trou dans leur emploi du temps. Parce qu'ensuite, après cette observation, donc c'est la mère qui m'a raconté que sa fille avait eu une marque rouge récurrente de forme triangulaire qui apparaissait sur son dos. Et que malgré les traitements, cette forme apparaissait et disparaissait. Voilà, donc ça c'est un récit particulièrement qui m'avait particulièrement étonné, et le témoin m'a semblé sincère, surtout qu'il n'a pas du tout cherché à faire connaître son histoire, donc il n'a pas cherché à se rendre intéressant, donc il m'a semblé très crédible, et même la personne, lorsque je l'ai recontactée, qu'elle m'a fait la première fois son récit, elle s'est mise à pleurer en repensant cette histoire qui l'a vraiment marquée, terrorisée, puisqu'elle m'a même expliqué que suite à son observation, et toujours, donc maintenant c'est 16 ans après, qu'elle était toujours suivie par un psychologue à cause du traumatisme qu'elle avait subi ce jour-là. Oui, ce n'est pas très difficile à imaginer. En même temps, quand on entend cette histoire, on se demande même comment elles arrivent à dormir. Oui, d'ailleurs, dans la nuit, elle raconte que dans les nuits suivantes, elles ont eu des problèmes pour dormir, qu'elles ont passé des nuits blanches, et que pendant les jours qui ont suivi l'observation, elles ont eu une curieuse sensation, comme si elles étaient épiées, comme s'il y avait quelqu'un qui les surveillait dans la maison. Justement, je voulais en arriver là. Dans les cas que vous nous citez depuis tout à l'heure, est-ce que il y avait eu pour ces témoins, est-ce que c'est raconté en tout cas, des événements dans le passé qui pouvaient préparer à ce genre d'apparition, ou après cet événement, cette rencontre rapprochée, des événements particuliers dans leur vie? Est-ce que ça a changé quelque chose, ou est-ce que voilà, c'était un moment précis, c'est arrivé, c'est parti, point? En général, c'est quand même assez rare. Moi, dans les cas que j'ai personnellement enquêtés, ne m'ont pas dit qu'il y avait quelque chose qui les avait prédisposés à avoir ce genre de phénomène. Et dans le cas, par exemple, que je viens de vous raconter, la personne m'a expliqué qu'elle, jusqu'à cette date-là, le jour où elle a fait son témoignage, elle ne croyait pas du tout aux ovnis, que pour elle, c'était des sornettes, c'était des absurdités. Elle ne prenait pas du tout le sujet au sérieux, donc il n'y avait rien qui la prédisposait à voir ce phénomène. Par contre, elle raconte que, bien entendu, depuis qu'elle a fait cette observation, bien entendu, maintenant, elle est persuadée de l'existence du phénomène. Mais par contre, ça l'a tellement terrorisée qu'elle m'a pas caché qu'elle ne cherchait pas à lire, par exemple, des livres sur le sujet, parce que ça lui rappelait visiblement un mauvais souvenir. Ça peut se comprendre. Et après, pas de rêve particulier pour ces personnes-là, pas d'autres rencontres, c'est toujours une fois? C'est très rare qu'il y ait une répétition, que ces témoins déclarent avoir vu d'autres phénomènes par la suite. Bon, il y a eu le cas de l'affaire Marius de Wilde qui a raconté un mois plus tard un autre récit, mais malheureusement, on pense que pour cette affaire, que le témoin a inventé son deuxième récit pour crédibiliser le premier. Donc, malheureusement, ça a jeté un petit peu un discrédit sur son affaire, même s'il me semble que le témoignage initial du 10 septembre soit tout à fait sérieux.
Mais justement, c'est un peu les conséquences psychologiques que l'affaire a eues sur le témoin. Parce que, donc, il a été ensuite harcelé par les journalistes, par les policiers. Et ça a même eu de graves conséquences pour lui parce que suite à cette affaire, il a perdu son travail. Il a même été expulsé de sa maison. D'accord. Donc ça n'a pas vraiment eu des conséquences bénéfiques pour lui. Et c'est vrai qu'il y a d'autres cas où les témoins disent qu'on s'est beaucoup moqué d'eux suite à cette observation. En tout cas qu'ils n'y ont rien gagné à avoir révélé. Et il y en a même certains qui disent si ça se reproduisait, si j'étais à nouveau témoin d'un tel phénomène, eh ben, j'en parlerais à personne. Ça, c'était un autre cas sur lequel j'avais contre-enquêté, mais c'est pas une rencontre du troisième type. C'est un atterrissage qui a eu lieu pendant la même vague de 1954 dans la Somme, au tout début du mois de septembre. C'était d'ailleurs le premier cas d'atterrissage connu de la vague de 1954. Et l'un des témoins m'a raconté, c'est lui-même qui m'a dit cela, que si ça se reproduisait, il n'en parlerait pas, il préférait ne pas en parler, parce qu'en plus, lui m'a raconté qu'il avait été embarqué par les gendarmes à l'époque, quasiment comme un voleur, et qu'on l'avait empêché de travailler pendant presque une semaine. Parce qu'il a été interrogé à de multiples reprises par les gendarmes qui voulaient savoir s'il n'y avait pas des failles dans son témoignage. Et donc il m'avait dit, lorsque je l'ai contacté 40 ans plus tard, il ne m'a pas caché qu'en plus il n'avait plus vraiment envie d'en parler. Et c'est ce que j'ai constaté chez de nombreux témoins quand j'essayais de les recontacter, que la plupart ne souhaitaient plus parler de ce qu'ils avaient vu. Donc, visiblement, il y a par contre, ce qui est certain, des conséquences psychologiques sur les témoins suite à leurs observations qui souvent font des blocages. Il y a même des témoins qui vont jusqu'à nier leurs observations quand on les recontacte. À dire que finalement, ils n'avaient rien vu, que c'était les journalistes qui en avaient rajouté. C'est vrai que c'est assez difficile de raconter l'incroyable, l'irracontable, ce qui ne doit pas arriver, ce qui ne devrait pas arriver. Expliquer ou dire qu'on a vu des êtres qui ne ressemblaient à rien de connu avec un petit faisceau qui immobilise et un objet décoller et partir dans le ciel, il faut avoir un certain courage pour raconter ce genre d'histoire. Oui, tout à fait. Dans le contexte, quand il y a des récits qui ont 30, 40, 50 ans à l'époque, ce genre de récit n'était vraiment pas pris au sérieux dans l'opinion publique en général. Donc les témoins se risquaient à faire l'objet des plaisanteries de leur entourage. Donc en général, ils ne gagnaient rien à les raconter, c'est certain. Y a-t-il des cas dans ces RR3 où il y a communication ? Oui, il y a plusieurs cas où il y a des fois eu des dialogues entre les témoins et les ufonautes, mais en général, souvent, c'est quand même des récits... déjà, ils sont pas très longs, les dialogues, mais en général, ils sont souvent un peu absurdes. Il y a par exemple, dans la vague de 1954, un cas qui a eu lieu dans les Vosges, le 20 octobre. Le témoin, qui est ouvrier, qui doit se rendre sur son travail, donc part très tôt le matin, à 2h30 du matin, pour se rendre à son travail. Donc il est en vélo, si je ne me trompe pas. Donc ça se passe à Saint-Rémy, dans les Vosges, le 20 octobre 1954. Ce témoin s'appelle Monsieur Louis Ujvari. C'est un ancien légionnaire d'origine tchèque qui vit en France, donc depuis 1945. Il est ouvrier dans une usine. Il se rend à son travail lorsque subitement, en route, il voit que la route est bloquée par un objet qui ressemble à une toupie qui est posée au sol. Donc il s'arrête net devant ce phénomène. Subitement, il voit un occupant venir de derrière l'engin et qui se dirige vers lui. Et qui lui demande, l'occupant lui demande d'arrêter, de stopper, et il lui pose des questions. Il lui demande où il est. Alors il lui demande, suis-je en Italie ou en Espagne ? La première question de l'occupant, c'est cela. Donc le témoin lui répond qu'il est en France. Ensuite, l'occupant de l'OVNI lui demande à combien de kilomètres il est de la frontière allemande. Donc le témoin répond à sa question. Après cela, donc l'occupant de l'OVNI demande au témoin quelle heure il est. Alors le témoin sort sa montre et lui dit il est 2h30. Et l'ufonaute lui répond non, tu mens, il est 4h. Après cela, donc l'occupant de l'OVNI demande
au témoin de s'éloigner, de faire demi-tour. Donc, comme j'ai oublié de préciser que l'être tient à la main, enfin l'être qui a une apparence presque quasiment humaine, d'après la description du témoin, à part le fait qu'il est d'une taille pas très très grande, il fait visiblement tout au plus 1m60, et tient dans la main ce qu'il prend pour une sorte de revolver, qui est pointé en direction du témoin, donc ça paraît un peu menaçant. Donc quand l'ufonaute demande au témoin de partir, le témoin s'exécute tout de suite, fait demi-tour sur son vélo, mais un peu plus loin, il prend la peine de se retourner et il entend une sorte de bruit qu'il dit être le bruit d'une machine à coudre. Il voit l'objet décoller et disparaître dans le ciel. Voilà par exemple ce genre de récit qui est complètement absurde. Totalement loufoque, effectivement. Pourquoi un tel récit est pris au sérieux et reste quand même dans l'histoire des rencontres ? Le témoin a tout de suite été déposé à la gendarmerie. Il y a même eu une enquête des renseignements généraux qui sont venus sur place. Mmh. Et donc l'affaire a ensuite été reprise dans la presse locale mais également nationale, puisque moi j'en ai retrouvé jusqu'à une dépêche AFP qui a été publiée dans le Petit Journal de la Nièvre, mais qui a également été repris dans plein d'autres journaux locaux. Voilà donc pourquoi ce récit a été à l'époque subi une certaine publicité. Il faut dire qu'à l'époque tous les récits où les témoins déclaraient avoir vu des occupants ont été largement répercutés dans la presse nationale et régionale. Et puis surtout, le témoin était directement au commissariat. S'il était par exemple dans un état d'ébriété avancé, il n'y serait pas allé. Oui, dans le cas présent, il a semblé aux policiers qu'il était dans un état normal. Il ne leur a pas semblé absurde. Mais par contre, c'est vrai que dans ce cas-là, le témoin est encore seul. Et dans la plupart des témoignages, on a un seul témoin, malheureusement, dans les rencontres du troisième type. Il y a peu de cas avec de multiples témoins. C'est quand même très rare. Il y a par exemple eu dans la même vague de 1954 un cas, et alors celui-là il est un peu exceptionnel par le nombre de témoins. Il a eu lieu à Marcilly-sur-Vienne, en Indre-et-Loire. Il s'est déroulé dans une carrière, où il y avait plusieurs carriers qui étaient en train de travailler. Lorsque le contremaître s'est éloigné de ses ouvriers, il a subitement il a d'abord été pris d'une sensation curieuse, et il s'est rendu compte de la présence d'un objet, une sorte de soucoupe avec une coupole dessus. Et à proximité de celui-ci, il a vu un être qui pointait dans sa direction une sorte de tube. Donc il s'est senti paralysé également dans l'observation. Et ce qui est curieux encore dans le phénomène, c'est que il a eu l'impression que l'être s'était effacé sur place. Et ensuite, l'objet s'est élevé et il a disparu comme dans un nuage de fumée sur place. Après avoir retrouvé l'usage de ses membres, il s'est dirigé vers ses ouvriers qui eux aussi ont déclaré qu'ils avaient vu, à une distance plus éloignée, eux n'ont pas été paralysés, le phénomène. Donc il y avait pas moins de 8 carriers qui ont assisté au phénomène. Donc c'est quand même un cas assez exceptionnel vu le nombre de témoins. Voilà, par exemple. Par contre, on a aussi d'autres témoignages qui paraissent très sérieux, par exemple, mais alors là c'est encore un autre cas où il n'y a qu'un seul témoin. Mais par contre, ce qui a retenu l'attention des ufologues, c'est que le témoin était quand même un commissaire de police. Donc c'était quand même pas une affaire, c'était pas anodin, quoi. Donc et il a fait une observation qui est très exceptionnelle. Elle, c'est pas pour le fait, donc il y a eu qu'un seul témoin, mais c'est la durée de l'observation. Je vous propose, Julien, qu'on en parle dans quelques secondes du témoignage de ce commissaire de police et que juste avant, nous effectuons une deuxième respiration musicale. Vous êtes à l'écoute de Radio Ici et Maintenant, 95.2, c'est l'émission La Vague d'OVNI, une émission proposée et dirigée par Didier Deplège, animée aujourd'hui par Alexandre. Notre invité est Julien Gonzalez. Il est l'auteur, à titre d'auteur, d'OVNI, le dossier des rencontres du troisième type en France. Vous écoutez Radio Ici et Maintenant, 95.2. Vous écoutez Radio Ici et Maintenant, 95.2, Ici et Maintenant, .info sur Internet. C'est l'émission La Vague d'OVNI. Notre invité est aujourd'hui Julien Gonzalez. Juste avant cette respiration musicale, vous allez nous raconter l'histoire de ce commissaire de police qui a osé témoigner malgré son grade, malgré sa place dans la hiérarchie. Qu'a-t-il vu ? Alors donc je précise quand même que ce témoin
a témoigné sous anonymat. Donc, il a donné son récit 2 ans après son observation. Il a fait connaître son observation à des ufologues, en particulier un ufologue qui a fait un livre sur justement le phénomène des ufonautes. Il s'appelait Eric Zurker, qui a écrit le livre Les apparitions d'humanoïdes. Donc c'est lui qui a recueilli son témoignage en 1978 et qui me l'a communiqué. Donc ce témoin, qui est un passionné de chasse, possède un petit cabanon dans le Haut-Var, entre Ampus et Château-Double. Donc c'est pas très loin du camp militaire de Canjuers. Donc l'affaire se passe au mois d'août 1976. Le témoin est couché dans son cabanon, donc il est 22h55, lorsque son attention est subitement attirée par une sorte de cri strident. Donc il tend l'oreille et il a l'impression d'entendre comme si c'était un animal blessé. Donc son attention est attirée par ce phénomène, donc, et son instinct de la chasse est si fort qu'il décide de souffler la bougie qui éclaire sa cabane. Il s'empare d'un bâton et il sort dehors pour voir de quoi il s'agit. Comme la lune est presque pleine, elle lui permet une certaine bonne visibilité. Et au bout d'un certain temps, donc d'accoutumance, il se rend compte qu'à 50 mètres de lui, il y a 3 silhouettes qui se dirigent lentement dans les bois. Et donc, ce qui l'intrigue très vite et qui va même un peu l'inquiéter, enfin, ce qui ne va pas en tout cas l'empêcher de continuer sa poursuite des petits êtres, des êtres qu'il observe, c'est que ceux-ci mesurent pas plus d'1 mètre, 1,10 m de haut, et qu'ils ont une curieuse façon de se dandiner, et puis qu'ils ont des bras qui sont très longs, comme ceux des singes, et qu'en outre ils ont des têtes très volumineuses, et puis qu'ils ont des grandes oreilles pointues. Et il a l'impression donc que l'être du milieu est soutenu par les 2 autres, comme s'il était blessé, comme s'il avait fait une chute, et puis que les 2 autres l'avaient ramassé et le portaient, le soutenaient. Et il constate également que les 2 êtres qui l'entourent portent à la main une sorte de crosse qui fait à peu près 40 cm de long. Donc il va suivre les 3 petits êtres qui ont une démarche assez lente à cause du blessé, donc ils avancent très lentement. Et en plus, l'endroit est très accidenté parce que c'est entrecoupé de taillis, de clairières, de bosquets. Donc le témoin a aucune peine à se dissimuler parce que donc les êtres ne prennent pas du tout conscience de la présence du témoin. Donc il les suit pendant très longtemps. Parfois d'ailleurs il les perd même de vue, mais finalement il réussit à chaque fois à les retrouver. Et donc il va les suivre sur plusieurs kilomètres. Et finalement le trio, donc les 3 petits êtres, vont atteindre une clairière qui se trouve devant une ferme abandonnée. Et c'est là que subitement le témoin prend conscience vraiment qu'il a affaire à un phénomène qui est totalement inhabituel et extraordinaire. C'est qu'il découvre posé, enfin pas tout à fait posé, mais qui se maintient à 50 cm au-dessus du sol, un engin de forme rectangulaire qui fait 6 à 7 mètres de long. Et cet engin, donc, il est suspendu comme sur un coussin d'air. Et subitement, donc, déjà, il voit les êtres disparaître derrière cet engin. Et subitement, la clairière est illuminée comme par une clarté éblouissante. Et le témoin est secoué comme s'il avait pris une sorte de forte décharge électrique. Il chute au sol et il est comme assommé, donc il perd conscience quasiment. Et il ne sait pas dire combien de temps il a perdu conscience. Et quand il se réveille, il se rend compte que tout a disparu. Il ne reste plus aucune trace. Et puis en plus, après cela, comme il est très déconcerté et qu'il a été frappé par ce qu'il a vu, puis par la décharge électrique qu'il a pris, il va mettre pas mal de temps à retrouver son chemin, alors qu'il est dans un paysage qui lui est familier. Il va quand même beaucoup de temps à retrouver la route et rejoindre son cabanon. Enfin, en tout cas, quand il rentre dans son cabanon, il a la tête qui est très douloureuse et qu'il a son corps qui est brisé de fatigue. Et donc il regarde sa montre et il se rend compte qu'il est 3 heures du matin. Donc, ce qui veut dire que sa filature a duré pas moins de 4 heures. Pas loin de 4 heures, enfin, en prenant également le temps pour lequel il a mis à retrouver son chemin pour rentrer chez lui. Voilà, donc une observation qui m'a frappé, d'une part parce que le témoin, c'est quand même un commissaire de police, et c'est également la longueur de l'observation, parce que généralement les témoins qui font ce type d'observation sont généralement quand même
courte. Ça dure des fois quelques secondes, voire quelques minutes, mais là, ça a duré visiblement plusieurs heures. C'est un cas qui est particulièrement exceptionnel, qui a été recueilli donc 2 ans plus tard par un ufologue. Alors, ce qui est étonnant, en tout cas ce qui ressort de cette histoire, c'est qu'on a l'impression que ces personnages, ces personnes souhaitaient être repérées. Oui. Enfin, oui et non, puisque là, on ne sait pas ce qui est arrivé à l'être qui a poussé un cri. Donc, ce que le témoin a supposé, c'est que l'être en question s'était blessé, qu'il avait, par ses cris, alerté ses 2 camarades qui étaient venus le chercher, et qui donc, ceux-ci l'avaient ramené vers l'OVNI. Et donc, ça n'a rien de dire que les êtres ont cherché à ce que le témoin les voie, parce qu'est-ce qu'ils étaient conscients de sa présence. Visiblement, là, ils n'ont pris conscience de la présence du témoin qu'une fois arrivés dans la clairière. Ça, c'est ce que... Ça c'est intéressant. Est-ce que dans les témoignages de ces personnes, la question leur est posée, est-ce qu'ils comprennent la raison de ce qu'ils ont vu? Pourquoi est-ce qu'ils ont vu? Est-ce qu'ils essayent de réfléchir à cette question-là? Alors ça, j'ai pas vu de cas où souvent ils ont... souvent non, les témoins n'ont pas cherché à savoir ensuite pourquoi ils avaient vu ça. Est-ce qu'ils se disent je suis tombé là par accident? Est-ce qu'ils se disent je l'ai vu parce qu'ils voulaient que je voie, la rencontre n'est pas fortuite? Non, en général, les témoins ont l'impression d'avoir vraiment fait de façon fortuite ces récits. Ils n'ont pas l'impression d'avoir été choisis. Alors dans ce cas-là, à part les seuls cas où ce genre de choses se produit, c'est ce qu'on appelle les cas de contactés. C'est des cas que je n'ai pas vraiment pris en compte dans ma recherche, parce qu'en général, on s'est souvent rendu compte que les affaires de contactés, de personnes qui disent qu'ils avaient été choisis pour être en contact avec les occupants des OVNI, sont souvent malheureusement des affabulateurs. D'ailleurs, c'est ce qu'on constate souvent dans les cas de témoignages de rencontres du 3e type, c'est que les témoins ne cherchent pas à se mettre en valeur, ne disent pas qu'ils ont été des personnes choisies, mais ont l'impression d'avoir fait une rencontre inexpliquée de façon fortuite, quoi. Donc, ils n'ont pas le sentiment d'avoir été choisis. D'ailleurs, souvent après cela, ne cherchent pas à se mettre en valeur ou à dire qu'ils sont en contact avec des extraterrestres, et cherchent plutôt à se faire oublier. D'accord. Puis c'est effectivement un autre sujet auquel nous avons consacré une émission sur antenne en compagnie notamment de Marie-Thérèse Debrosse sur les abductés. Je ne mélange pas les abductés et les contactés. Et les contactés, c'est vrai. C'est pas la même chose. Moi, les contactés, je pense par exemple à Adamski ou des cas français comme Monsieur Monet, ou il y a eu Monsieur Miguer également. Donc ça, ce sont des affaires de contactés. Généralement, les abductés, eux non plus, ne disent pas, ne cherchent pas ensuite à dire qu'ils sont en contact permanent avec des extraterrestres. En tout cas, c'est pas des personnes qui cherchent à se mettre en avant. Ils sont souvent comme les simples témoins de rencontres du 3e type, et ils préfèrent généralement se faire oublier suite à leur observation. Et puis ce sont des grosses enquêtes de terrain après pour tout recouper. C'est un boulot monumental. Passons à d'autres cas, s'il vous plaît, parce que moi je me passionne pour ces histoires. Je pense que nos auditeurs aussi. On est loin d'avoir épuisé évidemment le contenu de votre livre. Y a-t-il d'autres cas, peut-être plus courts, peut-être plus anodins, mais qui vous paraissent intéressants? Alors il y a d'autres cas, mais je dirais pas qu'ils sont anodins, mais qui m'ont attiré ma curiosité. C'est les affaires où les témoins décrivent des êtres qui font sérieusement penser à des êtres du folklore. Et ça, il y a un certain nombre de cas où les descriptions des êtres rappellent des récits du folklore qu'on entendait à l'époque au XIXe siècle, et même encore jusque dans la première moitié du XXe siècle. Et il y a une affaire qui est particulièrement frappante à ce sujet-là, enfin il y en a même 2, qui ont eu lieu d'ailleurs à très peu de distance l'une de l'autre, l'une en 1967 et l'autre en 1970. Elles ont eu lieu en Franche-Comté. Donc la première, qui a eu le plus d'écho médiatique à l'époque, a eu lieu à Arques-sous-Sicon. Ça s'est passé le 13 juillet 1967. Donc les témoins sont des enfants, qui sont âgés de 6 à 15 ans, mais il y a quand même eu pas moins de 4 ou 5 témoins. Donc ça aussi, c'est un des rares cas avec de multiples témoins, bon, bien que le cas a peut-être été n'a pas été pris très au sérieux dans la mesure où les témoins étaient jeunes. Puisque, comme je vous dis, donc, ils avaient de 6 à 15 ans. Et donc, ce sont des enfants qui sont en train de se balader dans les pâturages, à côté de leur village.
Soudain, donc c'est aux alentours de 15 heures, il y a l'enfant la plus jeune qui s'appelle Patricia, qui a 6 ans, qui vient vers ses petits camarades et qui leur dit je viens de voir 3 petits Chinois tout noirs. Et donc elle leur raconte qu'ils étaient très petits et qu'ils parlaient entre eux avec une sorte de langage musical. Donc les témoins essaient de retourner, les camarades de la jeune enfant décident d'aller voir, donc ils se rendent compte qu'il n'y a rien. Alors, ils rentrent au village, ils racontent donc l'histoire, c'est l'un des enfants raconte ça à sa grande sœur, qui décide d'y retourner. Donc 1 heure plus tard, accompagné par 3 autres jeunes enfants, enfin qui ont de 10 à 15 ans, enfin enfants et adolescents, et qui décident de retourner sur les lieux pour explorer le secteur. Lorsque subitement, deux d'entre elles découvrent un petit être qui semble comme enveloppé dans une sorte de collant noir, avec une tête énorme, disproportionnée par rapport à la taille de l'être, qui fait 1m10, et puis avec un ventre prédominant. Et donc ce petit être, il décide d'essayer de le rattraper, donc il lui court après, mais il a des enjambées qui sont tellement grandes qu'ils n'arrivent pas à le suivre, et il finit par disparaître dans un bois. Donc les enfants, après cela, rentrent chez eux et racontent ça à leurs parents. Donc le père... C'est-à-dire, excusez-moi, c'est-à-dire qu'il est petit, mais il a des grandes enjambées. Oui, il est petit, mais il a des enjambées qui semblent curieuses aux témoins parce qu'en fait, il court beaucoup plus vite qu'elle. Et pourtant, en plus, il paraît avoir pas un physique d'une personne mince, parce que, comme elle dit, c'est ce qui les a frappés, c'est son ventre prédominant. Donc il paraît être obèse. Mais ce qui ne l'empêche pas, il est petit, mais ce qui ne l'empêche pas de courir très vite. Et il a une tête également qui paraît énorme disproportionnée par rapport à son corps. Donc le petit être qui semble vêtu d'un collant noir, parce qu'ils n'ont pas pu en distinguer les traits, notamment du visage, donc s'enfuit en prenant conscience de la présence des témoins et disparaît dans un bois. Donc suite à ça, les témoins rentrent. D'ailleurs, ça les a pas, dans ce cas-là, les témoins n'ont pas été terrorisés par ce qu'ils ont vu, parce qu'ils racontent même qu'ils en ont beaucoup rigolé après. Ça les a fait plutôt sourire, ça a attiré leur curiosité. Et donc, les enfants rentrent chez eux, racontent ça à leurs parents, et donc le père de l'une des témoins décide de se rendre sur les lieux avec sa fille. Donc il est 19h30, il fait donc déjà nuit. Oui, non pas tout à fait, je pense 19h30, on est au mois de juillet, enfin, oui, tout à fait. Donc il ne devait pas encore tout à fait faire nuit. Après, ils se rendent compte qu'il y a une sorte de trace brûlée sur le sol. Prennent conscience. Bon, ils n'ont pas pu voir beaucoup plus, vu donc comme le soleil devait se coucher à cette heure-là. Et donc c'est le lendemain, lorsque l'affaire est connue dans tout le village, que les habitants du village se rendent sur place et qu'ils découvrent une sorte de rond où l'herbe est entièrement brûlée, qui fait 3-4 mètres de diamètre. Et à proximité de cette marque, ils vont également distinguer des taches plus petites qui ressemblent à des sortes d'empreintes de pas, de petits pieds dans l'herbe, et où également la terre et l'herbe semblent brûler. Voilà, donc il y a eu ce récit. Et ensuite, il y a eu une autre affaire, 3 ans plus tard, et qui a également mis en scène des enfants, 7 enfants qui avaient de 9 à 12 ans. Et cette observation a eu lieu près du petit village d'Ivillers, dans le Doubs également. Et c'est à l'intérieur d'une ferme à l'abandon qui est ouverte à tout le monde, où les enfants vont souvent jouer, qu'ils vont être témoins ils vont découvrir également des êtres qu'ils décrivent de manière assez proche que ceux qui ont été vus à Arcsou-Sisson. Alors il décrit d'Arcsou-Sicon, voilà. Donc là ça se passe par contre à Ivillers. Donc là ils décrivent des êtres quasiment identiques, mesurant 1m10 de haut, avec un ventre énorme. Alors par contre ce qu'il y a en plus, c'est qu'ils les décrivent portant une sorte de bonnet, et qu'ils sont également porteurs d'une houppelande rouge barrée en diagonale d'une ceinture noire, et qui a l'air de supporter une sorte de sacoche. Voilà, donc ils observent donc cet être qui s'enfuit lorsqu'il prend conscience de la présence des témoins. Donc ils vont raconter leur histoire à d'autres petits camarades qui, là aussi, donc on voit un peu la répétition le même récit, un peu identique, qui retournent sur les lieux et qui vont, eux, observer pas moins de 4 êtres, tous identiques, donc répondant à la même description, et qui sont accompagnés d'une sorte de chien énorme.
Et donc quand ils prennent également la présence prennent conscience de la présence des témoins, ils s'enfuient. Et là aussi, les témoins vont essayer de les rattraper, mais les petits êtres courent tellement vite qu'ils finissent par leur échapper. Et quelques jours plus tard, la grange où les témoins ont fait leur observation, elle va mystérieusement brûler, sans aucune raison. Et il n'y a jamais eu d'explication de donner au sinistre. Et enfin, en tout cas, ce qui a frappé les ufologues à l'époque, et en particulier celui qui avait enquêté sur ces deux cas, c'était M. Jean Tirode, qui a fait de nombreuses enquêtes sur les ovnis dans la région Franche-Comté. Il s'est rendu compte qu'il y avait une sorte de similitude entre les êtres décrits donc par ces témoins et le sauteré. Alors le sauteré, c'est un petit personnage du folklore, c'est une sorte de lutin, un personnage difforme, aux pieds fourchus, et qui était doté d'une force extraordinaire. Et dans les récits, ils étaient décrits comme étant vêtus d'une houppelande rouge et d'un bonnet noir. Donc l'enquêteur a quand même vu une sérieuse similitude. Et surtout, ce qu'il raconte, c'est que dans ces récits du folklore, c'est que lorsque les témoins, des personnes prenaient, le lutin prenait conscience qu'il était observé par des témoins, il se vengeait. Et notamment, la façon dont il se vengeait, c'est dans ce qui était dit dans les récits du folklore, c'était en provoquant des incendies. Voilà. Donc c'est quand même des témoignages qui sont très curieux et qui ont frappé les ufologues à l'époque, qui se sont rendus compte, notamment, il y avait aussi Jacques Vallée qui avait fait ce rapprochement dans son livre Chronique des apparitions extraterrestres, dont le titre original c'était Visa pour la Magonie, qui avait également vu des similitudes entre des récits du folklore et des observations d'OVNI, qu'il y avait des ressemblances entre les deux. Ce qui peut amener à émettre cette hypothèse, nous voyons ce qu'ils veulent bien que nous voyons, je mets « ils » entre guillemets, bien sûr, que ce soit une énergie, que ce soit une force, que ce soit des êtres extraterrestres ou d'une autre dimension, nous voyons ce que nous avons le droit de voir ou ce que nous pouvons voir par rapport à notre connaissance, à notre érudition. Je repense au cas du bibendum, au tout début de cette émission. C'est aussi peut-être pour jouer sur la culture de la personne qui fait l'observation qu'il voit des bibendums, alors que ce n'est peut-être pas du tout cette forme-là qu'il a devant lui. Ça, ce n'est pas tout à fait impossible, oui, puisque comme je vous l'avais dit auparavant, on a l'impression en fait d'assister à des sortes de leurres, quoi. Enfin, que ce sont des images qui sont envoyées par qui, ça, on ne sait pas, en direction des témoins, et que effectivement, soit les images qui sont envoyées aux témoins soient calquées sur des clichés, disons, comment on va dire, culturels, qui sont dans la culture des témoins, quoi, qui font penser des sortes de leurres holographiques qui sont envoyées devant les témoins. Au-delà du qui, la question moi, qui me paraît vraiment importante, c'est pourquoi. Il n'y a aucune raison à faire que ces enfants voient justement ce personnage folklorique. Oui, alors ça, effectivement, j'ai pas de réponse. Moi non plus, non, mais moi non plus, je me disais pourquoi, à quoi ça sert, devant 10 000 personnes, 20 000 ou autre, pourquoi pas, mais là on se dit à quoi ça sert et pourquoi mettre à chaque fois à la fin un vaisseau qui décolle, alors pas dans ce cas-là, effectivement, oui. Mais le reste du temps... Dans un des deux cas, on a l'impression qu'il y a dû y avoir un vaisseau, enfin en tout cas un engin, puisqu'il y a eu la trace exactement, ouais, d'herbe brûlée qui a été retrouvée au sol. Bon, puis quand même aussi bon de signaler que dans ces cas, si ce sont des ufologues qui ont fait le rapprochement entre les témoignages du folklore et l'observation des enfants, et les enfants n'avaient pas connaissance de ces récits du folklore, qui n'étaient plus vraiment véhiculés à l'époque. D'accord. Y a-t-il d'autres cas un peu absurdes, j'ai envie de dire, comme cela ? Il y a un cas qui a eu lieu, qui a été connu plusieurs années après, donc c'est Joël Ménard d'ailleurs qui enquêtait sur cette affaire. Il a eu lieu en Corrèze, près du puy d'Issoudun, aux environs de 1960. Donc les deux témoins, c'est un couple qui circule en voiture. Alors ils sont déjà frappés par la présence d'une lueur rouge qui est à la hauteur d'un arbre. Ils la voient s'élever et ils réalisent qu'elle ne se trouve en fait qu'à une centaine de mètres d'elle. Et subitement, alors presque aussitôt après avoir vu donc, ce phénomène lumineux, ils aperçoivent dans la lumière de leur phare, sur le côté droit de la route, une espèce de masse qui a la taille d'un gros sac de pommes de terre,
qui rétrécit rapidement, qui semble s'écrouler sur lui-même. Et donc ils se rendent compte finalement qu'il y en a un certain nombre. Donc c'est vraiment un cas très étrange, parce que donc là on ne parle pas d'êtres humanoïdes, mais ils observent des masses qui semblent vivantes, qui sont de couleur gris brun clair, et qui s'agitent dans l'herbe sur le bas-côté de la route. Et donc ces petites formes qui sont de la taille d'un ballon de rugby, elles sont mouvantes, elles sont bosselées, elles sont difformes, et elles traversent subitement la route et elles disparaissent dans les fougères. Voilà, donc ça c'est vraiment l'un des témoignages de ce qu'il peut y avoir un peu de plus absurde dans les récits des rencontres du troisième type, parce que là en plus on a vraiment affaire à je ne sais même pas si on peut employer le terme d'être, mais en tout cas à des occupants d'OVNI qui sortent vraiment du schéma classique et qui ne vont pas tendre à rendre le récit des témoins crédible. Alors on a eu aussi un autre cas comme ça qui a eu lieu dans le Var en novembre 1962. Donc le témoin, c'est un homme d'affaires qui a souhaité garder l'anonymat, qui circule lui aussi au volant de sa voiture sur une petite route départementale du Var. Donc il pleut, il fait nuit noire et il pleut à verse. Soudain, après avoir amorcé un virage, il voit à 80 mètres devant lui quelques êtres qui sont groupés au milieu de la chaussée. Alors il ralentit pour essayer d'éviter donc ce groupe d'êtres. Et comme sa voiture est baissée, donc déjà il ralentit, donc il s'arrête. La voiture du témoin est baissée, donc il penche la tête à l'extérieur pour voir ce qui se passe. Donc il se rend compte que ces êtres, c'est des sortes des animaux bizarres qui ont des têtes d'oiseaux et qui sont couverts d'une espèce de plumage. Et il prend peur parce qu'il est terrorisé lorsqu'il se rend compte que les êtres se dirigent dans sa direction. Et donc il remonte sa vitre et il accélère, il s'enfuit, donc il s'arrête 150 mètres plus loin. Et donc c'est là qu'il se rend compte que c'est donc ces êtres qui ont quand même une forme assez cauchemardesque se dirigent avec une sorte de battement d'ailes en direction d'un objet qui est lumineux, de couleur bleu foncé, qui ressemble à deux assiettes renversées et qui plane à très basse altitude au-dessus d'un champ. Donc lorsque ce qu'il décrit un peu comme des sortes d'oiseaux le rejoignent, ils sont littéralement aspirés dans la partie inférieure de l'engin, comme par un tourbillon. Alors à ce moment-là, il entend un bruit, et l'objet s'élève à une vitesse prodigieuse et disparaît. Mais donc là aussi, on a encore d'affaire un récit qui a une apparence un peu absurde. Effectivement, comme s'il voulait que les témoins ne soient pas pris au sérieux. Oui. Et pourtant, on peut imaginer avec de telles apparitions qu'ils savent qu'ils vont être vus. Enfin, voilà, l'apparition est présente. C'est totalement... Ces apparitions absurdes sont totalement illogiques. Moi, c'est quelque chose qui me marque à chaque fois, parce que ça décrédibilise strictement tout. Oui, en général, tout est fait pour que le témoin ne soit pas pris au sérieux. Ouais, quitte à faire cela, autant ne pas apparaître du tout. Oui, puis en tout cas, ça tente à corroborer le fait que les témoins ne sont pas des menteurs, parce que si un témoin qui voudrait inventer une histoire de rencontre avec des occupants d'un OVNI, il essaierait de donner à son récit un aspect plus sérieux. Il essaierait de décrire quelque chose qui puisse être pris au sérieux par les personnes de son entourage, par la presse, par les services de police. Or, les récits sont souvent, et c'est presque systématique, les récits sont souvent redondants, on a des ressemblances. Quand je vous parlais tout à l'heure des deux affaires d'Arc-Soussicon et des Villers, on remarque une forte similitude entre les deux récits. On a l'impression que le scénario se répète. Et c'est vrai qu'on a déjà aussi noté des cas où il y a une forte ressemblance entre des récits, qui des fois, les témoins ne se connaissent absolument pas, qui ont des fois lieu à deux opposés de la planète, et qui font l'un comme l'autre, mais en ne connaissant pas le témoignage de l'autre, un récit qui est des fois, parfois, quasiment identique. Et donc là, on a un exemple, donc que je vais peut-être vous citer, deux témoignages qui sont quasiment identiques. Alors, il faut que je revoie un petit peu le récit, parce que je les connais malheureusement pas tous par cœur. Et donc, l'affaire a eu lieu en 1954 en France, mais un peu avant la vague. Et donc c'est un récit qui n'a été recueilli qu'en 1968 seulement, donc 14 ans plus tard.
Il a eu lieu près de Menton, dans les Alpes-Maritimes. Donc le témoin, il rentre chez lui à pied, par un petit sentier. Soudain, son attention est attirée par des bruits métalliques. Et il pense d'abord que ce sont des personnes qui sont occupées à bricoler. Sauf qu'il est quand même un peu surpris par l'heure, parce que c'est 2h40 du matin. Donc c'est pas une heure habituelle pour faire du bricolage. Et ensuite, il entend des bruits de voix. Et donc, au détour d'un petit escalier, il tombe nez à nez sur un engin lumineux qui est posé au sol, au sol et qui fait 5 à 6 mètres de diamètre. Donc, à côté de cet engin, il observe un être qui mesure environ 1,60 m de haut, qui est assez mince, qui a une forme harmonieuse, qui est revêtu d'une combinaison phosphorescente. Et devant le visage, il a une sorte de voile qui est troué de 2 orifices pour les yeux. Donc l'humanoïde, il a d'abord un mouvement de surprise quand il aperçoit le témoin. Il prononce à ce moment-là quelques mots dans une langue qui pour le témoin est inconnue. Et c'est alors qu'il prend conscience donc de la présence il y a encore un deuxième personnage qui est là, qui lui est agenouillé sous l'engin, qui semble être occupé à une tâche mystérieuse. Enfin, en tout cas, il semble être en train de réparer. Ils sont en train de réparer quelque chose. Donc, quand il prend conscience de la présence du témoin, il porte les mains sur son ventre et sur une espèce de boîte noire, d'où jaillit un rayon lumineux. Et subitement, donc instantanément, le témoin se sent paralysé. Et donc, cette paralysie, elle augmente d'ailleurs en même temps que l'intensité du rayon de lumière s'amplifie en direction du témoin. Donc, le témoin ne peut plus bouger, mais il continue à voir et à entendre. Donc, le deuxième personnage, il se rend compte qu'il est plus petit que le premier, mais que ses proportions sont quasiment les mêmes. Enfin, sauf qu'il a quand même une tête qui est plus grosse, qui est moins bien proportionnée par rapport au corps. Les deux êtres sont habillés de la même manière. Donc, l'un des êtres dit quelque chose à l'autre. Et ensuite, il s'approche du témoin. Donc, il voit les deux êtres qui échangent encore quelques mots. Le deuxième être... il semble ensuite plus étendu quand il prend conscience, parce qu'il était assez énervé de la présence du témoin. Mais quand il se rend compte que le témoin est paralysé, qu'il ne peut plus bouger, donc il se calme. Il s'approche donc du témoin, donc il va s'approcher à 60 cm du témoin. Et à ce moment-là, il va faire un geste curieux, il va lever son voile pour que le témoin puisse bien voir son visage, ce qui est curieux. Donc à ce moment-là, le témoin va voir exactement l'aspect du visage du témoin. Donc il en donne la description suivante. Il dit qu'il a un front très haut et très large, qu'il a des pommettes saillantes, un menton pointu et assez fort, qu'il a un nez très fin en bec d'aigle, qu'il a des lèvres minces, qu'il a des dents blanches et régulières, qu'il porte une barbe parsemée sur la pommette droite, qu'il a une peau de couleur assez foncée et que ses yeux sont légèrement écartés, plus écartés que sur un visage normal, et qu'ils sont un peu de forme de type un léger type asiatique. Et que sinon ils étaient également plus gros que des yeux humains et qu'ils étaient globuleux. Et dans un premier temps, d'ailleurs, le témoin dit qu'il avait eu l'impression que le personnage n'avait pas d'yeux, mais simplement des trous dans les orbites, puisqu'il n'a aperçu dans l'orbite gauche un globe blanc sans iris ni pupille. Et il dit même qu'il a vu de cet œil gauche couler une grosse larme d'un liquide épais et brun qui descendait jusqu'à la commissure des lèvres. Alors, le témoin s'est demandé si c'était ça que l'être tenait à montrer au témoin, à lui montrer. Enfin, en tout cas, on ne saura jamais. Suite à ça, l'être lâche son voile, qui est retombé sur son visage. Et ensuite, il a fait, c'est ça aussi qui est un peu absurde dans le témoignage, à 2 reprises différentes, il fait des gestes en direction pour inciter le témoin à le suivre, alors que celui-ci, il a été paralysé par l'être en question. Donc c'est un peu absurde. Alors, à ce moment-là, l'autre être, qui paraît être le chef, intervient. Et donc les deux êtres se sont alors retournés, se sont dirigés tranquillement vers l'objet sur lequel ils sont montés. Donc il les a vus monter sur la coupole de l'engin en s'aidant mutuellement, l'un poussant l'autre. Le témoin les voit disparaître dans l'engin sans qu'il puisse préciser par où, et à ce moment-là il entend une sorte de bruit de fermeture métallique, puis il perd connaissance. Et quand il reprend conscience, eh bien l'engin a carrément disparu. Voilà, et donc ce récit a été recueilli 18 ans après les faits par un ufologue qui s'appelle Jean Chassaigne du groupement Lumière dans la nuit.
Et il restait rien à son réveil du passage, aucune trace. Aucune trace. Voilà, et donc il n'a pas bien entendu pas osé parler de son histoire immédiatement, donc son récit ne l'aura fait que 18 ans plus tard. Donc oui, j'avais dit 1968, en fait c'est en 1972 qu'il a fait son récit. Mais ce qui est intéressant, c'est que 6 ans plus tard, il y a un livre d'un ufologue canadien qui paraît en France. Et ce livre qui s'appelle Les humanoïdes, les cerveaux qui dirigent les soucoupes volantes, qui a été écrit par Jean Ferguson, il comporte un témoignage qui a eu lieu au Québec, dans un petit village rural qui s'appelle Vassan, dans la province de l'Abitibi. Et ce récit, il ressemble comme 2 gouttes d'eau au récit que je viens de vous faire. Donc je peux peut-être vous le dire aussi, mais on verra la ressemblance. Donc ce témoin là aussi, il rentre chez lui, après avoir passé une soirée à jouer aux cartes avec des voisins. Donc il faisait beau, le temps était clair. Donc il marche sur une route en terre battue, quand il aperçoit près d'une grange abandonnée une lumière. Puis il entend là aussi des bruits, comme s'il y avait quelqu'un qui était en train de bricoler. Alors il se demande ce qui se passe, parce que là aussi il est entre 1h et 2h du matin, donc c'est très tard, donc c'est pas une heure habituelle pour bricoler. Donc il s'approche, après un temps d'hésitation, donc il entend là aussi des éclats de voix. Il a d'abord cru qu'il s'agissait de gens qui avaient élu domicile dans cette grange pour faire de la bagasse, c'est-à-dire un alcool qui était fabriqué de façon illicite. Mais le témoin va vite être perplexe, et il va s'arrêter, donc il a même l'idée de revenir sur ses pas, parce qu'il a finalement peur de tomber sur des distillateurs clandestins. Mais finalement, la curiosité va le pousser, donc il va décider de s'approcher de ce qu'il entend. Donc il se cache derrière une pile de bois. Donc là, il entend très bien les voix de ce qui semble être 2 êtres, enfin en tout cas de ce qu'il pense d'abord être 2 hommes. Mais subitement, il se rend compte de la présence d'un objet qui émet de la lumière. Il se rend compte qu'il s'agit d'un disque lumineux et brillant qui fait pas moins de 6 mètres de diamètre, qui est suspendu à 1 mètre au-dessus du sol. Et donc à côté de cet engin, il observe un être qui mesure 1,60 m de haut, qu'il décrit comme bien fait, mince, et l'air plutôt jeune. Donc là, il prend conscience qu'il n'a pas affaire à des fabricants d'alcool frelaté. Donc il décide de contourner le tas de bois vers lequel il est caché, et puis il décide de s'avancer en direction donc, de ce qu'il observe. Donc il constate à ce moment-là que le bonhomme qu'il observe, il a un vêtement phosphorescent d'une seule pièce, et que sur le visage, il porte une sorte de masque qui paraissait fait d'un morceau de cuir souple avec des trous pour les yeux. Donc devant ce personnage, le témoin se sent bien entendu pas très brave. L'être prend conscience donc de la présence du témoin, il se tourne vers lui, il prononce des mots dans une langue qui sont inconnues, qui font penser au témoin à une langue qui est un peu proche de l'allemand. À ce moment-là, le témoin perçoit un mouvement sous l'objet lumineux, donc il prend conscience qu'il y a encore un deuxième personnage qui est sous l'engin. Et là, le témoin prend peur, il dit très exactement, il rapporte à l'enquêteur: baptême, mon affaire est faite, ils sont 2 et je suis seul. Donc il pense qu'il va être enlevé par les deux étrangers. Donc il prend conscience donc, que le deuxième personnage, il est plus petit que le premier, mais qu'il est vêtu de la même façon, mais qu'il a une tête plus grosse. Donc là, on retrouve une similitude du récit par rapport à celui que je vous ai fait tout à l'heure, dans la description des êtres et également dans la façon dont ils se mettent en scène. On a vraiment le même récit. Donc cet être porte à la ceinture une sorte de lampe de poche qu'il dirige, il sort cette lampe et il la dirige vers le témoin, qui se sent aussitôt paralysé. Comme il dira d'ailleurs lui-même qu'il avait eu l'impression d'avoir du plomb dans tous les membres. Donc il n'arrivait plus à faire un seul mouvement. Donc les 2 êtres se sont mis à parler entre eux dans un langage que le témoin ne comprend absolument pas. L'un des 2 êtres, après cela, donc le personnage qui tient la lampe de poche avec lequel il a paralysé le témoin, se rapproche de lui. Il dit même qu'il a touché que l'être a touché son menton avec sa main, probablement pour constater s'il était bien paralysé.
Et d'ailleurs, le témoin dit qu'il se rappelle très bien de cette main qui avait des doigts déformés, comme par l'arthrite. Ouais, il dit qu'il avait l'impression que l'être avait des doigts de vieillard. Il dit qu'à ce moment-là, il se rend compte que le témoin est beaucoup plus petit que l'être est beaucoup plus petit que lui, parce que sa tête arrivait juste au-dessus de ses épaules. Le témoin, lui, s'il est paralysé, par contre, constate qu'il a toujours la possibilité de bouger les yeux, et donc il pouvait distinguer les êtres autour de lui. Donc à ce moment-là, donc l'être s'approche de lui et enlève sa cagoule pour que le témoin puisse bien voir son visage. Donc le visage de la créature est à 50 mètres du sien et il en distingue donc tous les traits. Et donc le témoin dit qu'il a été pris à ce moment-là d'un frisson de dégoût parce que la peau de l'être en était ridée comme celle d'une vieille pomme et tout aussi et qu'il était aussi basané. Et il précise également que son visage, il avait un rictus assez particulier, assez désagréable, qu'on voyait toutes ses dents qui étaient plus petites que celles d'un homme ordinaire, et qui étaient égales comme si une seule dent avait servi de modèle à toutes les autres, comme si elles étaient toutes identiques les unes aux autres. Mais ce que le témoin précise qui était le plus épouvantable à voir, c'était les yeux de l'être. Car il avait des yeux, donc des globes oculaires qui étaient semblables aux nôtres, mais le tour des yeux avait des plissures de peau comme le tour des yeux d'une poule. Et puis, il s'est rendu compte que les points noirs des deux yeux n'arrivaient pas à la même hauteur, comme s'ils regardaient chacun de leur côté. Voilà, donc l'être reste un moment devant le témoin pour que celui-ci puisse bien voir son visage. Ensuite, il lui touche le bras, l'être touche le bras du témoin, remet sa cagoule, et donc au bout de quelques minutes, après l'avoir observé le témoin pendant encore quelques minutes, et il repart avec l'autre être jusqu'à l'engin. Et là aussi, donc il voit les deux êtres qui sont montés dans l'objet, comme l'un est dans l'autre pour monter sur l'engin, et donc et les deux êtres réintègrent l'objet qui décolle et disparaît dans le ciel. Enfin, là aussi, le témoin dit que lors du décollage, il a perdu connaissance. Ah, c'est ce que j'allais vous demander, justement. Voilà, donc il a également perdu connaissance après que les êtres aient réintégré l'objet, donc il perd connaissance, et en fait, quand il se réveille, tout a disparu. En fait, il n'a pas vraiment assisté, j'ai fait une petite erreur, il n'a pas vraiment assisté au décollage de l'engin. C'est après être monté dans l'engin, le témoin perd connaissance, et quand il reprend connaissance, il n'y a plus aucune trace de l'engin, et également plus aucune trace au sol. Et donc ce récit qui date de 1950 n'a été recueilli qu'en 1976, soit 4 ans après après que le témoignage de l'affaire précédente n'ait été recueilli. Sauf que ce témoignage qui est lu en France n'avait jamais été publié à cette date-là au Canada. D'accord. Donc le témoin qui a rapporté son observation en 1976 à M. Jean Ferguson ne connaissait pas le récit qui était arrivé en France. Donc là, on a affaire à des cas jumeaux qui se ressemblent comme deux gouttes d'eau. Julien Gonzalez, nous arrivons à la fin de cette émission. Ceci sera le dernier cas. Pour nos auditeurs. Le reste, évidemment, tous les autres témoignages, on peut les trouver dans votre livre OVNI, le dossier des rencontres du troisième type en France. Il y en a beaucoup d'autres, il y en a plus de 300, des cas largement plus de 300. Uniquement 331 en France, oui. Ouais, uniquement quelques-uns aujourd'hui à l'antenne. Julien Gonzalez, on précise que c'est la passion et surtout vous vous êtes rendu compte qu'il n'y avait pas finalement de mise à jour véritablement sur ce sujet des rencontres du troisième type qui vous ont poussé à réaliser ce recueil, ce livre à compte d'auteur. C'est pourquoi je le précise à nos auditeurs, vous ne le trouverez pas en librairie. Pour le commander, il faut passer par le blog de Julien Gonzalez. Alors, c'est très simple. L'adresse est très longue, donc je vous propose à tous de taper Julien Gonzalez et vous allez voir, vous allez tomber sur le blog de Julien Gonzalez. C'est très simple. Pour tous ceux qui n'ont pas Internet, est-ce que vous pouvez nous redonner, Julien, vos coordonnées ? Oui, alors donc mes coordonnées postales, c'est Julien Gonzalez, 22 rue Turgot, 21 000 Dijon. On peut aussi me contacter par téléphone, donc au 06 33
83 63 00 pour les personnes qui veulent avoir plus de renseignements. Je tiens à préciser que par rapport au livre de Michel Figuet et Jean-Louis Ruchon, qui était le dernier qui avait été fait, le dernier ouvrage qui avait été fait de la même manière pour recenser les cas, daté de 1979, donc il a quand même 31 ans, et qu'à l'époque, pour les rencontres du troisième type, il recensait 140 cas, et que moi j'en recense aujourd'hui, donc après avoir largement complété le travail, 331 en France. Donc il y a eu une large remise à jour du travail qui avait été effectué par Michel Figuet dans les années 70. Est-ce que vous comptez réaliser prochainement, d'ici 1 an, 2 ans, un livre sur un autre thème concernant les ovnis ? Je n'ai pas encore décidé de faire un autre livre, même si il y a 2 sujets qui me tentent. D'une part, c'était de faire un livre d'ufologie locale pour recenser les témoignages d'ovnis survenus dans le département d'où je suis originaire, la Nièvre. Et d'autre part, ça aurait été un petit fascicule, mais je ne sais pas si ça verra le jour. Et l'autre sujet sur lequel j'aimerais continuer, c'est le thème actuel que j'aimerais continuer à étudier, donc des rencontres du troisième type, parce que là, c'est les cas bruts, c'est le recensement des cas. Et donc, je suis en contact avec Éric Zurker, qui a fait le livre Les apparitions d'humanoïdes, et je lui ai proposé qu'on fasse une réédition réactualisée à partir de mes nouvelles données, donc de son livre Les apparitions d'humanoïdes, qui lui était plutôt une analyse des cas. Voilà. D'accord. Peut-être que cela verra le jour, je ne sais pas dans combien d'années, mais j'y pense, voilà. Eh bien, dans ce cas, nous en parlerons à l'antenne. Merci beaucoup d'avoir fait partager à nos auditeurs votre culture sur le sujet et surtout de nous avoir livré quelques extraits de votre livre. Merci Julien Gonzalez et à très bientôt. À très bientôt, je vous remercie. Au revoir. Vous êtes à l'écoute de Radio Ici et Maintenant, 95.2 Ici et Maintenant.info sur Internet. C'était l'émission La Vague d'OVNI. Notre invité aujourd'hui, Julien Gonzalez, pour son livre OVNI et le dossier des rencontres du troisième type en France. Livre réalisé à compte d'auteur. Pour en savoir plus sur Internet, vous tapez Julien Gonzalez et vous tomberez sur son blog. Vous écoutez Radio Ici et Maintenant, 95.2, l'émission La Vague d'OVNI, le mardi soir à partir de 23h, le dimanche de 14h à 16h, une émission proposée et dirigée par Didier Deplège, animée aujourd'hui par Alexandre.